Tac tac, tac tac, voilà, magnifique. On a tiens, mettez-vous plein de puces comme ça, voilà, pour éviter le contre-jour. Moi je vais rapprocher, je vais faire bonjour les gens. Ah oui, donc oui, donc voilà. oui, vous voyez, voilà. Ah, okay. Bah là c'est vous qui voyez. Là. Ah oui, on te voit toi. Voilà, donc bah, en fait je vais tourner la caméra dans quelques secondes les amis. J'ai la suite de la vidéo, on a vu Bertrand ce matin et là il y a Thomas et bah, voilà, Tintin. Alors c'est à contre-jour, je le rapproche un petit peu. Et Émilie, voilà. Et Émilie, donc nous on est Greg Frélon. Voilà. Oui, pardon, j'ai pas terminé. Vas-y, pardon. Non, mais on est le Greg Frélon, production de miel et de rennes. Ok. Voilà. Donc... Allez, salut. Bonne journée. Voilà. Donc. Vas-y, Thomas. Alors nous, on s'est rencontrés en Guyane, ouais, via Pinov, on était là-bas et c'était bien, c'était cool. Et je me suis dit qu'un jour je passerais te voir et quitte à faire, j'irai voir Bertrand aussi. Et, super. Et voilà. Donc là, on est chez toi. Ouais, c'est ça. On voit quelques nuques là-bas, je crois. Voilà, ouais. C'est les nuques pour les INSEM la semaine prochaine. Et puis on va faire le tour cet après-midi. Voilà. Très chaud, voilà, on galère. Voilà, on va le dire tout de suite, comme ça c'est réglé. Sinon, rapidement, ouais, votre historique, vite fait, vous avez toujours fait de l'apiculture, donc comment ça s'est passé? Vas-y. Eh ben, moi j'ai commencé tout seul à faire de l'apiculture et dans le coin, il y avait beaucoup de pollinisation à faire. Ouais. Donc j'ai commencé comme ça. Ok. Pas d'investissement, des caisses et puis des pollinisations. Et puis petit à petit ça s'est arrêté les pollinisations. Parce qu'on faisait beaucoup de pollinisation de fraisiers. Et les gars sont partis ailleurs. D'accord. Entre temps j'ai rencontré Émilie. Bonjour. Et puis... qui a voulu s'installer aussi avec toi. Voilà, qui voulait qu'on travaille ensemble. Voilà. Et en 2006, elle a racheté une exploitation qui faisait du miel et qui vendait ce miel en grande distrib. Et en même temps, on est rentré dans 2 magasins de producteurs locaux. Okay. Voilà, qui sont les fermes bourgeoises et fermes angevines. Et puis, ces magasins se sont vraiment développés. Les gens ont vraiment accroché. Donc aujourd'hui, on ne vend notre miel que par ce biais. Et ça représente toute la production. Ça représente tous nos volumes de miel, voilà. C'est ça. Ce qui est pas mal. Hein. Ce qui est pas mal, ouais. Voilà, et qui est très valorisant puisque c'est entre agriculteurs et on a donc tout en pot dans ces magasins-là. Vous représentez combien de ruches et combien d'essaims? Comment ça se passe? Oui, alors à peu près 400 ruches en production. Enfin moins cette année parce qu'on a quand même pas mal vendu d'essaims, des cheptélisés, il y avait pas mal de demandes au final. Oui. Donc, et puis habituellement on vend dans les 200 essaims, mais cette année plus. Et puis on a 600 nucléis pour la production de rennes, fécondés et les INSEM. Voilà. Ok. Ouais, ça fait du taf déjà. Et puis, bah, si, quand même, il faut dire qu'une partie de notre miel est transformée en pain d'épices. Ah oui, d'accord. Voilà, il y a une grosse production de pain d'épices sur notre exploitation. C'est toi qui fais? Ouais, d'accord. Là, ça se m'intéresse. Ouais. Non, mais c'est une grosse activité. Et au début, qui était que... C'était minime, ouais, et puis qui s'arrêtait presque l'été, en fait. Les gens ne mangeaient pas de pain d'épices l'été. Non, ouais. Et puis maintenant, c'est toute l'année. D'accord. Là, avec un pic à Noël ou quand même? Ah oui, bien sûr. Oui, quand même. Ouais. À Noël, je ne sais plus combien j'en fais de milliers, mais ouais. Avec des parfums différents et tout ça, nature, figue et chocolat. Ouais, 3 finalement, faut pas chercher loin quoi. Non. Ouais. Et tu as ta propre recette ou tu as cherché ailleurs ou non? Non, j'ai ma recette. On parle. non mais ok, super. Quoi dire d'autre? Là, alors on est chez toi. Bon, le camion cache la maison, c'est pas plus mal. Mais ce que je voulais dire, c'est que la plupart, on va le voir, hein, la plupart des ruches sont là derrière. Tu as un grand parc. En fait, alors c'est ça. Là, c'est caché, on voit pas, mais tu vas voir que tout de suite, on voit les nucléis pour les INSEM de la semaine prochaine. Là, c'est ta mielerie, tu fais l'extraction. Voilà, l'extraction et puis le pain d'épices ici. Ok. Et un labo et tout. Ouais. Puis stockage aussi, un peu de matériel. Ouais. Mais tu verras qu'il y a pas mal de matériel stocké dehors parce que les ruches sont bien dehors. On passe encore aussi. Comment tu fais? Elles sont à l'intérieur, les hausses. Voilà. Et puis bah là, on va rentrer. Il y a les éleveuses, les souches et puis les nucléis. Trop bien. Une grande partie nucléi. On a un deuxième lieu de fécondation aussi, pas très loin. Ok, allez, on va aller voir ça. On va faire le tour à pied. Donc on a replanté tout, là, tout ce qui est là, c'est des essences mellifères pour essayer de donner un peu de travail à nos abeilles. Alors après, avec plus ou moins de succès, mais bon... C'est la tonte à l'apiculteur, ça, c'est un chemin. Voilà. Sur les ruches. Voilà, c'est un chemin, et puis en même temps, il y a un peu tout qui pousse. Comme ça, c'est très bien. Alors voilà le centre névralgique de notre exploitation. C'est là où il y a nos souches. Alors on a les souches Buckfast type ici, là, toutes celles-là. Les ruches en bois, là.
Alors on a des modèles différents. On a des divisibles là. L'idée c'était pouvoir, quand on transhumait, emmener, on s'est rendu compte qu'on faisait quand même souvent beaucoup plus de miel sur des mielées courtes, avec des colonies qui sont moins grosses que sur des cadres. Ouais. Tu l'expliques comment? Et ben il y a une plus grande vitalité. Je ne sais pas pourquoi, mais tu vois, on les utilise beaucoup sur une seule hauteur, avec une grille à rennes. Et on pose les hausses. C'est Josgut aussi qui fait. Josgut qui fait comme ça. Alors l'idée c'est qu'à la base on n'était pas parti comme ça, c'est que on a commencé nous il y a quelques années, avant que ça devienne vraiment la mode, c'était d'avoir des partitions aussi. On se rendait compte que c'était vraiment un outil indispensable en fonction de la taille et qu'on allait adapter la taille de la colonie, enfin la taille, le volume disponible à la taille de la colonie. Et à partir du moment où il y a un volume intéressant, pas trop grand ni trop petit, et ben les colonies elles produisent vachement bien. Donc ce qui fait que nous, les partitions, elles servent comme une boîte de vitesse, quoi. Les colonies, elles ne sont pas trop développées, on les laisse sur tant de cadres. On ne va pas se dire, tel jour à telle heure, on va passer tout le monde sur 9 cadres. Non, on va adapter et on adapte. Et ça permet toujours d'avoir des colonies qui travaillent très très bien. Mais alors il peut t'arriver d'en laisser une sur 8 cadres toute la saison, avec d'une hausse ou deux, quoi. Mais même sur 6, et on fait 3 hausses avec. Tu vois, c'est ça le truc, c'est adapter le développement et l'aptitude à produire. Et c'est surtout l'autre aspect, c'est que en ce moment, on a quand même pas mal de saisons qui changent. Oui. Et quand tu as une colonie qui est démarrée très fort ou sur le colza ou au printemps, ça monte, ça arrive sur 9 cadres. Mais après, quand on a un trou, on rediminue, on prend un essaim, c'est quand même on rediminue, mais on ne ragrandit pas. C'est-à-dire qu'on va les cadres qu'on a enlevés, on ne les remplace pas et on met la partition. Et ça permet d'entretenir des colonies sans les nourrir quand il y a des gros creux de nourriture et de rattaquer tout de suite en production. Mais on ira voir des ruches tout à l'heure comme ça et on regardera. Mais tout de suite ça redémarre en production et ça traîne pas. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ça, on a plutôt pas l'inverse, mais on les agrandit, c'est ça. Et changer les cadres. Voilà, c'est ça. En tout cas ceux que tu as retirés, tu remets une G. Voilà, donc nous il y a un moment on ne remet pas. C'est-à-dire qu'on va partir du principe que les ruches, quand elles sont, surtout au printemps, il y a vraiment un démarrage exceptionnel à ce moment-là. Oui. Une fois que ce démarrage, elles ne peuvent pas maintenir une activité. Alors certaines lignées, elles ont cette habitude, mais pas toutes, de maintenir jusqu'à la fin du tournesol, pour chez nous, jusqu'à fin juillet, une activité de production énorme. Mais par contre, dès qu'on resserre un peu la colonie, la reine, elle va pouvoir entretenir, elle va pouvoir beaucoup pondre et les abeilles vont pouvoir entretenir ce couvain. Et comme une boîte de vitesse, si tu es à fond de rapport, tu as plus de puissance que si tu passes la 5e à 40. Quoi. Ouais. C'est ça l'idée, c'est vraiment ça cette idée. Donc on travaille beaucoup sur partition. Mais il y a un moment quand on transhume, emmener du vide, partition quand il n'y a rien, c'était pas intéressant. D'où le passage en divisible une hauteur. C'est même pas divisible, c'est sur une hauteur. Et c'est vrai qu'on a vu ça chez Josgut et c'était vraiment fantastique. Et nous, depuis qu'on a ce système-là, franchement, c'est pas systématique par contre. Hein. Non, on a des ruchers comme ça, on a d'autres ruchers qui sont encore en 10 cadres partitionnés. Voilà. Et donc, ça reste quelque chose assez facile à gérer. Alors après, c'est qu'effectivement, on n'a pas la même gestion. C'est pas pareil, ça se gère un peu différemment, mais franchement, des mielées comme l'an dernier où on a eu peu de miel, c'est celles qui nous en ont fait largement plus, systématiquement. C'est fou ça. Systématiquement. Donc là voilà, on a un certain nombre de lignées. Alors, donc on travaille. Elles sont toutes là au même endroit. Voilà, c'est ça. On greffe, tu as vu là-bas, derrière la maison. Je referai peut-être quelques images, mais oui. On greffe, voilà, on greffe là-bas. Et nous, c'est des Buckfast. Alors on a des vieilles lignées. On fait partie d'un groupe de sélection qui s'appelle la Belligérienne avec entre autres Patrice et Sophie Duguet. Et puis il y a Benjamin Lapinov et Robin. Et puis il y a Hélène et Christophe Jouve aussi qui en font partie. L'idée c'est que un moment on puisse développer et Nicolas Girard, j'allais l'oublier, faut pas que je l'oublie, Nico Girard, voilà, Nico Girard. Et voilà, donc on est tous ensemble et on essaie de partager un peu nos savoirs, parce que faire des fécondations dirigées, c'est pas toujours facile. Et d'abord, ça a été d'abord notre premier travail, c'est de se dire comment on va pouvoir réussir des insèmes et des fécondations dirigées régulièrement, tous les ans. Avec quelques années des raclées quand même, il faut le dire, mais ça nous a permis de progresser. Ensuite, donc là, on échange un peu de génétique. Soit on s'échange des reines entre nous, nos bonnes lignées, soit par les mâles. Voilà, où on va partager des très bonnes lignées en mâle. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est vraiment, nous, de la Buckfast. Alors, pourquoi nous, sur notre exploitation, on est passé en Buckfast?
À l'origine, tu étais en noir? Nous, on était en tout venant, noir, dans le coin, ouais, ce qui se trouvait, quoi. C'était pas forcément... C'est pas sélectionné, quoi. C'était pas ce qu'il y avait. Après, bon, j'avais essayé d'autres races, mais sans... Le problème qu'on avait, c'était souvent un problème d'hétérogénéité de la descendance. Quoi qu'on puisse faire. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais... J'ai entendu à chaque fois que ça remérait naturellement, en gros, même en mettant des cellules. Ouais, mais en mettant des cellules, on avait, tu vois, on n'avait pas toujours un suivi, dire, bah, on a essayé différentes choses, et franchement, on était vraiment pas bien là-dessus. Ouais. Donc c'est pour ça que, voilà, la Buckfast. Et au moment où j'ai un peu creusé, bah, j'ai lu le Frère Adam. Et là, quand on lit Frère Adam, comment il crée l'idée Buckfast, c'est fantastique, quoi. Dire, on a la maladie de White. Oui. 90% du cheptel anglais qui disparaît, Oui. un croisement qui réussit, qui survit, italien par les mâles anglais de l'abbaye de Buckfast, ça résiste et ça fait plein de miel. Oui. Alléluia. Enfin, c'était un moine, c'est un mauvais jeu de mots, mais... Et tu te dis, mais là, voilà l'idée, enfin, c'est une super idée. Et dans l'apiculture qu'on connaît aujourd'hui, bah, y a un problème qui s'appelle le varroa. Hein, oui. Et se dire, tiens, il y a quand même une idée, une réflexion qui pourrait être encore applicable aujourd'hui. Oui. On en reparlera plus tard de ça, mais c'est de dire, voilà, ça c'est vraiment super. Et ce qui était encore plus intéressant pour moi, c'était de se dire, ben, le Frère Adam, il s'est dit, ben, on va faire un élevage de combinaison, de races, et on va essayer de prendre les meilleures aptitudes de chaque race et essayer de les rassembler pour l'apiculteur. Les abeilles, elles produisent du miel naturellement. Oui. Il n'y a pas eu besoin de sélection. C'est la seule animal d'élevage aujourd'hui, enfin, il y a 100 ans, qui n'était pas du tout sélectionné. Tout le reste, tout ce qu'on mange, la viande, les légumes, venait de l'élevage humain, de la sélection humaine. Le maïs, c'était pas du maïs, les vaches, c'était pas des vaches, les chiens, c'était des loups. L'abeille est la seule qu'on avait. Ça fait 100 ans qu'on travaille un peu dessus. Et puis, il s'est avéré qu'il fallait travailler cette abeille pour qu'elle soit plus facile pour l'abeille, pour l'apiculteur. Qu'elle corresponde aux besoins de l'apiculteur. Voilà, c'était ça. Parce qu'elles font du miel. Elles font du miel, les abeilles, c'est pas le problème. Et d'ailleurs, il faut se le dire, une ruche qui va bien, elle fait du miel, et beaucoup de miel. Et bon, je suis content d'entendre dire ça. Non, mais on entend souvent dire, ah moi j'ai une ruche, mais c'est juste pour ma pollinisation. Mais non, une ruche qui va bien, elle fait du miel. Une ruche qui va pas bien, elle fait pas de miel. Et si on la met au mauvais endroit, effectivement, ça va pas produire. Voilà. Bon, et c'était ça, se dire, eh ben, écoute, moi, je reviens sur le Frère Adam, c'est une super idée. Et en plus, avec tout son travail, il a créé des lignées, des pédigrés, et on pouvait dire, ah ouais, cette lignée-là a un comportement qui m'intéresse, et je vais pouvoir aller travailler dans cette direction-là, à condition de connaître les pédigrés, mais il y a des choses qui ont été faites, pédigraphie, maintenant Index mellifera, qui existe, et où on a les pédigrés des abeilles, des lignées Buckfast. Bon bah celle-là, elle a ça comme caractère, et ben je vais aller, et la descendance là aussi, et ben je vais aller travailler plutôt avec celle-là, ou autre. Et c'était ça aussi l'autre aspect qui m'intéressait avec la Buckfast, c'est-à-dire le point de départ hygiénique et la recherche là-dessus, et après des pédigrés pour pouvoir s'asseoir sur des connaissances assez stables, et assez fixes. Et faire une continuité. Voilà. Et c'était pas pour dire c'est une super abeille, c'est devenu une super abeille. Elle a beaucoup de qualités. Pour autant, c'est pas pour ça qu'on a choisi la Buckfast. Non. Mais c'est le hasard qui a voulu ça. Voilà, c'est ça. Ça aurait été une autre race qui aurait la même trajectoire, on aurait peut-être choisi une autre race que ça. Tout à fait. Et alors par contre, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, il manque ça sur les autres sous-espèces, enfin sur la noire ou ça, il n'y a pas forcément eu. Alors, c'est comment dire, c'est conjonction de sélection, on va dire ça comme ça. Alors il y a eu la sélection un peu sur l'italienne et sur la caucasienne aux États-Unis à un moment où ils en avaient besoin, et un peu aussi la carnica, mais pas la même façon. C'était surtout, c'est des races et il nous faut des caractères de race, c'est-à-dire de la couleur, de la biométrie, et pas sur du comportement. La Buckfast, c'est une combinaison de races pour un comportement. Et effectivement, c'est pas la même génétique. C'est pas toujours la même génétique la Buckfast, c'est une race de combinaison, mais par contre il y a un comportement général qui est le même. Donc voilà, c'était ça qui était intéressant. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, la première qualité d'une abeille, et entre autres de la Buckfast, c'est qu'elle se débrouille toute seule. Et contrairement à ce qu'on peut dire d'autres fois sur la Buckfast, c'est la Primolstein de l'apiculture, ben non, les gens qui disent ça, ils savent pas ce que c'est. La Primolstein, c'est une vache qui produit du lait. On sait qu'aujourd'hui, si on donne tel aliment, on va pouvoir sensibiliser telle ou telle protéine et le produire. Et qui est plutôt sensible. Et qui est plutôt sensible à tout le reste. L'abeille, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Il faut qu'elle se débrouille toute seule. Ce qu'on va rechercher, c'est son ultra-autonomie. Absolument. Si elle fait plein de miel, c'est qu'elle a trouvé. On ne va pas lui dire, tiens, c'est là ma grande, va chercher le nectar qui est là-bas. Non, c'est je vais le trouver, elle va le trouver toute seule, elle va produire, elle va le produire. Ça, c'est la première chose. Bien sûr, pour qu'elle soit en pleine forme pour produire, il ne faut pas qu'elle soit malade. Donc c'est un caractère aussi
et d'hygiénisme, de plutôt grande tolérance à tous les problèmes sanitaires. Ouais. Et nous, ça fait partie des critères qu'on a dans la sélection, c'est les tests hygiéniques, Bien sûr. les hygiénismes. Tout ça associé, ça fait que c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Nous, ce qu'on recherche, c'est pour ça aussi qu'on était vers la Buckfast, c'est intervenir le moins possible sur la ruche. Notre intervention, effectivement, on va en parler après, mais on remerre. C'est une notion intéressante, ça aussi, d'essaim, parce que, pareil, on dit souvent, il ne faut pas changer les rênes, parce que... Mais qu'est-ce qui compte dans un essaim? C'est l'essaim. Il y a un individu qui pond, il y a des individus qui travaillent, d'autres qui fécondent, les mâles. Chacun va mourir à leur tour. Si on laisse la reine mourir, on a un problème, on risque de laisser mourir l'essaim. Si on change la reine, eh ben on permet à l'essaim de continuer. Oui, une sorte d'immortalité de l'essaim, quoi. C'est ça qui compte. Voilà, donc c'est pour ça que... On sait très bien, on connaît les courbes de dynamique. Voilà, c'est ça, exactement. Où arrivent les problèmes. Donc c'est pour ça qu'on remerre régulièrement les reines. Bien sûr, et là, elles ont encore plus d'énergie, donc elles produisent plus de miel, mais elles sont en meilleure santé, au point où on n'a pas de problème sanitaire. Évidemment. Alors, une fois de temps en temps, un petit problème de mycose, on a eu une leucoropène l'année dernière. Bon, on déclare, parce que j'ai un vétérinaire, j'appelle mon vétérinaire. Oui, alors, spécificité, tu travailles beaucoup en partenariat. C'est le mot, oui? Oui, alors partenariat avec un veto, ouais. C'est-à-dire que tout ce que tu vas choisir de faire sur ton exploitation, tu lui en parles avant? Alors, on parle tout le temps. Oui, Voilà. C'est top, ça. Alors, mon veto, à la base, mon veto, Gérald Terville, il a fait la formation à Nantes, l'ONIRIS. Oui, le DIE. Voilà, le DIE spécialisé en apiculture. Et il m'appelle. Je veux faire un stage. Enfin, ils étaient deux, un autre veto aussi. Il m'appelle. Il me dit voilà, je voudrais faire un stage en apiculture. Je dis moi, écoute, j'ai pas de reine à véler en pleine nuit, d'urgence. Je vois pas trop l'intérêt à part signer mon ordonnance. C'était en 2011. Hein. À part signer mon ordonnance pour avoir les traitements varrois. J'ai pas de reine à véler. Ouais, tu vois, mais le rôle que peut avoir souvent le veto. Même nous, apiculteurs, on était surpris de la démarche, finalement. Voilà. Bon, bah viens si tu veux, je vais te montrer ce que c'est que l'apiculture. Okay. Tu vois, c'était ça un peu, j'ai à découvrir. Et puis, il avait un travail à rendre, ce qui s'appelle un audit sanitaire sur l'exploitation. Et là, il me rend un truc en fin de... Et pourtant, j'avais pas... T'étais pas demandeur? J'étais pas demandeur. Moi, j'avais pas compris la démarche. Il vient se former à l'apiculture. Et puis, bah, c'est un gars super motivé. Et il est venu toutes les semaines. Toutes les semaines. Et là, à un moment, tu dis, mais au début, je l'ai emmené où je veux. Hein, et je vais lui montrer ce que je veux. Et puis, mais en venant toutes les semaines, il y a un moment, tu ne vas pas te dire, ah, bah non, aujourd'hui, je vais pas faire ce que j'ai prévu aujourd'hui parce qu'il vient. Et ben, on a tout vu, on a tout regardé. Et puis, à un moment, je lui ai raconté tout, quoi. Et puis, il m'a fait des recommandations. Là. Son audit, c'est de dire, il y a des choses positives, des choses un peu moins positives, voire peut-être des choses à améliorer. Bien sûr. Et puis voilà. Voilà les choses. Et voilà comment je propose de le faire. Super, super. Et puis on en discute un peu et il y a des choses, je dis bon là tu me saoules un peu, enfin tu vois, puis tu connais rien à l'apiculture, enfin tu vas bien, hein. T'es pas apiculteur, tu comprends pas. Et puis à un moment, il me rappelle, il me dit alors t'as réfléchi un peu, je dis ouais écoute ouais, c'est intéressant au final, tu m'as amené des choses, j'imaginais pas ça. Et des choses simples, hein, mais sur des process de désinfection, sur voilà, des choses assez simples, le suivi des colonies, comme on peut avoir un suivi général de l'exploitation et tout, ouais, c'est quand même intéressant. Et au final, c'est quand même des gens qui sont spécialisés dans l'élevage, quoi. Oui. Donc c'était hyper intéressant. Et aujourd'hui, mon veto, toutes les décisions qu'on peut prendre, on en parle. Et au point où, plutôt que de s'appeler, parce que c'est compliqué l'un comme l'autre, on a des fiches de travail. On a une boîte mail avec Dropbox, tu vois, et chacun met ses suggestions à l'autre. Tiens, j'ai envie de faire ça. Ah ouais, mais tu ferais ça. Il faut faire ça comme ça. Ou je lui dis, tiens, on en parle pour les éleveuses, mais cette année, on a fait un nouveau système d'élevage. Et est-ce que ça n'a pas d'intérêt pour lutter contre le varroa? Peut-être. Comptage. Comment on met en place le comptage de varroa et tout ça. Mais tout le temps, le sirop, ça me pose problème. Le sirop peut être, s'il est dégradé, peut faire beaucoup d'HMF. Voilà. D'accord. Comment on fait pour que le sirop ne se dégrade pas dans l'exploitation ou pour que ça ne pose pas de problème? Tu vois, un tas de choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire sur la qualité des rennes? On fait des analyses de rennes vierges pour voir s'il n'y a pas de virus dedans, de transmission. Et voilà, c'est un tas de choses qu'on lance. Alors après, ça c'est pour moi. Pour lui, il y a autre chose qui me sert énormément aujourd'hui, qui ne me servait pas trop à l'époque. C'était, il me disait, bon, t'as combien de ruches? C'est le truc, tu dis, ouais, bon, on est apiculteur à tel moment. Il dit, ouais, non, mais si tu as des ruches, pourquoi tu en as moins, pourquoi tu en as plus? À un moment, faut vous expliquer. Alors je dis, ouais, tu peux pas toujours comprendre, des fois, c'est pas grave, on enregistre.
celle-là elle a essaimé, elle est devenue bourneuse, et ben c'est pas grave, on le sait comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? On peut s'expliquer des choses. Oui. Alors je dis ouais au début, mais comment je vais faire? Alors j'ai essayé plein de systèmes d'enregistrement de données, c'était très compliqué. Mais aujourd'hui on enregistre tout sur nos ruches. Et tu as trouvé un système qui te convient? Alors assez simple, Excel, et puis on rentre quelques infos. Alors on a associé ça, je vais revenir un peu expliquer ça plus clairement, comment on a réussi à faire ça. Alors, comment on fait? On a essayé plein de choses et tenir à la ruche c'est compliqué. Dire telle ruche elle a ci, elle a ça, tu vois, dire le temps de cadre de couvain au printemps, si ça. Oui, donc c'est trop compliqué et t'en sors rien. Il faut que ça soit utilisable. Oui. Donc on est parti en disant plutôt que de gérer à l'unité, on va gérer la ruche en général. Enfin le cheptel en général. Et toutes les ruches, elles hivernent sur 6 cadres. Toutes. Que ce soit des essaims en ruchette ou des ruches partitionnées, sur 6 cadres, avec une jeune reine. Donc déjà tu commences partout pareil. Tous les ans? Tous les ans. Toutes les colonies partent au même niveau, au printemps. Et on va enregistrer celles qui sont au-dessus et celles qui sont en dessous, par rucher. Donc au final, ça fait très peu de choses différentes, dans la mesure où on a des lignées Buckfast relativement homogènes. Dans ton rucher, tu en as une qui est au-dessus, on va l'enregistrer. Tu as une qui est en dessous, parce qu'elle produit mal, on enregistre. On enregistre quoi? La lignée principalement, dire est-ce que c'est un problème génétique ou autre problème. S'il y en a une qui sème, c'est pareil, c'est noté, mais il y en a une ou deux, il n'y en a même pas une ou deux, c'est-à-dire on a eu 5 sur le cheptel, c'est-à-dire qu'il y en a une par-ci, une par-là. Et on va enregistrer que les données qui ne rentrent pas dans la moyenne, celles qui sont au-dessus, celles qui sont en dessous. Ce qui fait qu'on a vraiment peu de choses à noter, mais on les a. Tu sais que tout le monde s'est bien comporté, sauf une qui était exceptionnelle et une qui était nulle. Voilà, laquelle. Et après, ça va nous permettre de pouvoir éliminer tout ce qui pose problème. L'exemple type, c'était il y a quelques années de ça, pour le varroa. Oui. On arrivait très souvent début août avec beaucoup de varroa. Enfin, certaines ruches avaient beaucoup de varroa. Et il me dit, il faut compter, faut compter, faut compter. Je dis, ouais, t'es rigolo, mais quand il y en a beaucoup, on le voit. Et tu le vois, super, c'est génial. On le note. Ok, et on note toutes les ruches qui ont trop de varroa début août. C'est là où on voit les varroa. C'est juste un contrôle visuel, ouais. Un contrôle visuel, mais tu le vois sur tes abeilles. Tu as trop de varroa, hop, on note, trop de varroa, telle lignée. Tu as enregistré ça, et en fin de saison, tu fais avec un petit tableur, tu sors tout ça, c'est toujours la même lignée qui ressort avec trop de varroa, et on l'arrête. Tu vois, des choses simples, et puis il ressort un élément. Tu as raison de dire qu'il faut que ce soit exploitable. Il faut que ce soit exploitable très vite. Ouais. Alors effectivement, c'est pas scientifique, mais on n'est pas des scientifiques. On va pas dire toutes les ruchers, on va les ouvrir, et puis on va compter avec Coléval et tout ça, et puis on va pouvoir faire... Non, ce qui pose problème à un moment, on le note. Ouais. Ce qui est très au-dessus, on le note aussi pour la sélection. Mais ça va dans les deux sens. On va éliminer tout ce qui... quand tu as une lignée qui, moyennement, est toujours dans la plus faible, ou celle qu'on... elle sort de la sélection, point. C'est tout. Et ça permet d'être assez efficace dans tout. Ouais, tu m'étonnes. Après, il y avait le problème des essaims. Combien tu fais d'essaims par an? J'ai 100 ruches vides tous les ans que je remplis, plus 300 ruchettes. Et t'en reste combien à la fin? 200. Ah ouais, comment ça se fait? Non mais j'exagère, non mais tu vois, elles sont passées où? Bon. Oui, c'était de savoir ce qui s'était passé. Ah ouais, pourtant, il y a certains moments, ça a bien fait compter. Donc là, on enregistre. Voilà, on enregistre. C'est aussi, comment dire, plus généralement, accepter sa défaite, enfin accepter de noter ce qui ne va pas pour s'améliorer. Voilà, c'est ça. Après, c'est facile, quoi, ouais, alors après, il faut repartir d'un point, c'est que on t'a dit tout à l'heure, on s'est installé en 2006. Oui. Et avec des idées très arrêtées de ce que doit être l'apiculture actuelle. Oui. Et on s'est carrément planté. On ne faut pas, les abeilles elles se nourrissent toutes seules, il faut pas traiter, voilà. On a associé ça, plus une, voilà. Et là, il t'est resté 70 ruches. Un peu plus, mais bon, voilà, c'est 70 ruches valables. Et il y a un moment, il faut se remettre en question, quoi. Et c'était se dire, ouais, soit c'est l'environnement qui est pourri, mais comme on entend souvent, soit j'ai ma part de responsabilité. Ok. Et comment ma responsabilité, malgré tout, je veux pas oublier que j'ai pas envie d'être un gars qui passe son temps à traiter et à nourrir. On est bien d'accord. Donc comment je vais concilier... On déteste faire, quoi. Voilà. Comment je vais concilier cette idée de j'ai pas trop envie de nourrir, ou j'ai pas envie de nourrir, au minimum, et le traiter le moins possible, et j'ai une exploitation rentable et j'ai pas de mortalité. Donc voilà, ça a été tout ça. Donc il a fallu qu'on parte là-dessus en disant il faut qu'on se bouge maintenant. Alors pareil pour les mortalités. Au début, pareil avec mon veto. Bon, t'as combien de mortes? Ah, je suis content, on est à 15%. Ok, bon, c'est quoi les mortes? On analyse les mortes. Oui, ça faut savoir. Oui. Bon, il faut un minimum d'informations.
Alors qu'est-ce qu'il faut comme information? Eh ben, aujourd'hui, on n'a pas besoin de 10 000 informations. L'âge de la reine, alors on voit, elles ont des étiquettes, là, nos ruches. Tu vois, elle est rouge, bon, celle-là elle est rouge, l'autre est jaune, ben, on sait que c'est une reine jaune et une reine... Alors ça, c'est les INSEM, elles ont un peu plus d'informations. Oui. Et puis les autres, on a la lignée. Voilà pour nous les informations importantes pour la ruche. Et ben, quand tu as une ruche morte, ben, elle est de quelle année? Ou une orpheline, ben, elle est de quelle année? Ah bah c'est une reine. Et on a fait ce travail d'étude, tu vas dire, ben, c'est de quelle année celle qui te pose problème? Elle est morte ou elle est orpheline au printemps, bourdonneuse? Et ben c'était tout le temps des reines de plus de 2 ans. C'était réglé. Et ben voilà. Et à partir du moment où on s'est dit ça, bien traité, la nourriture, enfin bien traité comme il faut, des provisions suffisantes, et ben on est parti sur le travail de l'âge de la reine. Et à partir du moment où on s'est rendu compte qu'au bout de 2 ans, c'était problématique, et ben on remerce plus régulièrement. Et là, au printemps, ben, on a 2-3 ruches qui périclitent, c'est tout. Et c'est tout. Et c'est relativement. Enfin, quand on dit ça, après, ça paraît évident. Mais on n'a pas de perte hivernale. Ah oui, non, mais il n'y a pas de secret. Voilà. Donc c'est tout ça que m'a permis le veto, enfin nous a permis, enfin, la relation avec le veto, la discussion. Je vais te poser une question pour mettre de l'eau dans l'avocat du diable. Ouais. Est-ce que c'est pas trop poussé à l'extrême pour lutter contre cette mortalité ou ces défauts de l'apiculture moderne qui sont liés à l'apiculteur, à l'environnement et tout ça? Est-ce que c'est pas trop extrême de remérer tout? De tout mettre sur 6, de systématiser un petit peu ton exploitation. Ouais, alors disons que tu as raison. D'abord, ça a été quelque chose sur lequel on a lutté un peu en disant voilà. Surtout que tu viens de l'autre côté. Toi. Voilà, c'est ça. On vient de l'autre côté et on se dit voilà, l'abeille elle vit dans sa nature, elle se débrouille toute seule. Oui. Oui, tout à fait. Sauf que l'environnement a trop. Alors il y a ça, et puis deux, et c'est un peu c'est que c'est pas mon animal de compagnie, ma ruche. D'accord. Je l'ai pas dans mon coin de jardin. Elle fait pas. Non, moi ce que je veux, c'est qu'elle soit en pleine forme et qu'elle fasse du miel pour que je puisse en vivre. Oui. Et la ruche, quand elle est en pleine forme, elle va produire. Oui. Alors si après, dans mon rucher, j'accepte que, moi j'ai l'autre aspect, voilà, j'accepte pas de venir et d'avoir trop de ruches qui sont pas pareilles. Tu dois intervenir. Ah bah celle-là, il lui faut la 3e hausse. Par contre, celle-là, elle est sur 2 caves. C'est ce que je faisais avant. Et là, mais c'est pas gérable. C'est terrible. Et ça veut dire que, en termes d'organisation, il faut que tu prévois tout. Tu pars avec un camion plein. Du sirop, des rennes, à la limite, des hausses pour certaines, des cires, de tout. De tout. Et puis, tu jongles. Et maintenant, je ne fais plus qu'une opération quand je vais dans un rucher. Et voilà. L'intérêt pour moi, c'était qu'à ce moment-là, on arrivait à ne faire qu'une opération par rucher. Et on va poser des hausses, sur toutes les ruches. On va poser la deuxième, on va poser à peu près la deuxième sur toutes les ruches. On va diviser, on va prendre sur tout le monde. Et on ne prend pas d'autres pathos, on va pas faire. Et voilà. Et c'est réglé. Et c'est très simple. Ce qui fait qu'au final, plutôt que d'avoir plein de manipulations différentes sur les ruches, on a toutes les mêmes. Et la seule qu'on va avoir vraiment forte, c'est le changement de mère, de reine. Ouais. Et c'est tout, parce que là, sinon, tu es obligé d'être toujours en train de... Alors, effectivement, il y a des ruches qui vont être sur 9-4 parce qu'elles marquent plus, et puis d'autres qui vont rester sur 7. Peut-être que ça va être la différence. Malgré tout, on va arriver au même niveau de production. Oui, tu fais quand même ça parfois, des petites exceptions. Oui. Alors, ça veut dire, ça va être dans cette conduite, dans cet accordion. Si on voit qu'il y a une reine qui pousse fort en termes de ponte et l'autre un peu moins fort, on va laisser resserrer un peu. Et alors là, pour rentrer un peu plus dans la technique annuelle, ton remerage, tu vas le faire là en juillet, quand tu divises en deux, comment ça se passe? Alors, pardon. On va, pareil, c'est encore une fois, on a organisé notre exploitation en 3 zones de production. Donc, on disait tout à l'heure, on vend notre miel sur nos marchés, donc il nous faut une certaine gamme de miel. Oui. Et il y a des ruches qu'on va laisser dans certaines zones. On va dire 3 grandes zones de production, 3 zones différentes, et on va, dans ces ruchers-là, il y en a qui sont plus destinés à faire du printemps, d'autres du tout de fleurs, d'autres du châtaignier, etc. On va les mener de la même façon, c'est par zone. Mais elles n'ont pas toutes la même production au même moment. D'accord ? Donc on va, ce qu'on appelle nous, sur les exploits, temps fort et temps faible de production. Il y a une ruche qui est par exemple dans la zone grande culture, qui fait colza, rien, tournesol, et il y a un temps faible entre le colza et le tournesol. Et à ce moment-là, c'est là qu'on va agir. Parce qu'après, en saison, ça va aller tard. Les ruches qui sont plutôt sur toute fleur châtaignier, 14 juillet, ça s'arrête. Temps faible de production, de miel, on va, là, à ce moment-là, on va faire les essaims et changer la reine. En fait, ça revient à tout le boulot vraiment de l'apiculteur, c'est de connaître son environnement, ses emplacements et tout. Et au lieu de se dire, on fait tout au printemps parce que c'est là et on a une somme de travail, on va équilibrer sur la saison. Parce que c'était aussi un autre problème qu'on avait et qu'on rencontre souvent avec d'autres apiculteurs, c'était ce
cette surcharge de travail Ah ouais. au mois de mars, enfin 15 mars, ouais, oui, qu'un vrai c'est ça. jusqu'au 15 mai, et où on se cramait tous. Et c'était ça mon problème aussi à ce moment-là, c'est que je me cramais physiquement, et arrivé à la fin de saison, quand tu as bien travaillé, où il faut le petit détail qui va faire que tu vas bien passer l'hiver, Oui. j'avais plus l'énergie pour le Ouais, faire. on est bien Et là tu te dis, bah eh ben, je suis arrivé à 20% de perte. Non, il faut garder l'énergie jusqu'à la mi-octobre. Là, on peaufine les rushs à passer l'hiver, et là, le travail est fait. On n'a plus besoin d'y revenir l'hiver, on ne revient pas même au début de saison, on vérifie. Cette année, on n'a pas nourri, il a fait super doux, on n'a pas nourri. Il n'y avait pas besoin, les colonies étaient belles. On avait travaillé jusqu'au moment où il fallait, et puis c'est tout, voilà. Donc c'est tout ça, c'était vraiment, en fait, là, on résume des choses, enfin, je donne des petits exemples dans tous les sens, mais c'est vraiment, on a repensé tout le système qu'on pouvait connaître jusque-là. C'est-à-dire, bah, c'est quoi les pics de travail, c'est quoi les moments forts, c'est la génétique, le travail, enfin, tout a été retravaillé. Voilà. Ouais, c'est essentiel, je pense. Et- T'en serais pas là, quoi, je veux dire. Oui. Voilà, on Clairement ne serait pas là. Mais c'est vrai que le pic du mois de mai, d'avril et mai, là, nous, non, c'était pas ça. Et puis on ne peut pas se cramer toute l'année. Ouais. Et puis à côté de ça, bah, on a une vie sociale, on a des responsabilités dans d'autres organisations que l'apiculture, Les magasins, tout ça. Ouais, ça, Les enfants aussi. les enfants, et puis du privé aussi, enfin voilà, Normal, quoi. et bah, tu peux pas être partout et au mois de mai-juin, Au four et au moulin. et puis même socialement, voir des copains, tu dis bah non, c'est la période où on fait que de bosser. Et puis bah, quand eux, les vacances sont passées et tu leur dis à la rentrée passée, nous on est plus cool, vous faites quoi? Ouais. Et bah non, bah nous on bosse. Ah merde, excuse-moi. Ouais. Voilà. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, si j'arrive à faire le montage semaine par semaine, c'est avec Sophie qui disait je veux aller voir un printemps ailleurs. Ouais, c'est ça aussi. C'est quoi. Alors après, bon, on verra plus tard. Ça, c'est pas notre objectif aujourd'hui. Oui, Mais bon, il on y n'empêche que. pense. Ouais, non, il on n'empêche. y pense forcément. Voilà, c'est sûr. Et, donc c'est tout ça un peu. Et puis bah, après, notre semaine, bah, elle est calibrée par rapport à ce qu'on a à faire. C'est-à-dire le lundi, on attrape les rennes. Le mardi, on va dans une zone géographique. Le mercredi dans une autre. Et puis le jeudi dans une autre. À décaler, à jongler un petit peu s'il pleut ou si tu as un imprévu ou quoi. Alors, Ou c'est vraiment réglé. c'est vraiment réglé, surtout le lundi pour les rennes. Alors on décale quand il y a eu une journée là où il a plu, mais pas possible quoi. Ouais. Donc là on a décalé. C'est rare cette journée-là, ce lundi. C'était le lundi du confinement où il a plu des trompes, mais pas possible Ouais, ici. ouais. Sinon en général, bah, il y a une averse. Bon, bah, tu t'es prêt, tu y vas et puis on gère quoi. Le tout, c'est qu'on est resté aussi malgré tout dans nos productions à des volumes qui restent toujours raisonnables pour nous deux. Pour Ouais. nous deux et pas se dire. Bah là, si je commence ce matin à 7h, peut-être qu'à 10h, j'aurais pas fini ce soir. Non, ça, c'est pas possible. C'est-à-dire, je commence peut-être tôt le matin, 7h, mais à 4h, 5h, le travail important est fait. Les détails, bah, on va le peaufiner derrière, mais le gros chantier, il n'est pas à 10h le soir. Non, ouais, bien sûr. Bon, puis l'autre aspect, c'est que bah, nous, l'hiver, alors, en tout cas jusqu'à nous, la saison, elle s'arrête après Noël. Émilie fait beaucoup de pain d'épices, donc Oui. on a vraiment une charge de travail. Et moi, plutôt que d'être à la maison à la regarder travailler et dire vas-y, bosse, Ouais. et ben, on prépare tout le matériel et on essaie d'être prêt assez tôt. Et là, cette année, l'objectif, c'est Noël, tout est prêt pour la saison d'après. Cire gaufrée, tout. Voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'est même que là, comme la saison est assez précoce, c'est d'emmener toutes nos tirs à faire Ouais. fin juillet, puisqu'on devra avoir tout fait, pour pouvoir tranquillement attaquer, affiler les cadres. Que l'un cirier par là. Bah ouais, je vais aller le voir. Tu fais ta cire là-bas. Ouais, oui, je fais tout faire. Et la cire, pareil, on fait tout avec analyse. Pareil aussi, ça, c'était un souhait de mon veto. Oui. Il me dit ouais, ce serait. Il n'a pas tort. Hein. Alors, et justement, on va venir là-dessus. Il me dit ouais, il faut absolument que tu fasses l'analyse. Ah, mais je fais gaffe, tu vois, je travaille bien, tout ça. Ouais, d'accord, Ouais. d'accord, ok, bon. Puis au bout de 2 ans, il me tanne, alors, écoute, allez, je fais une analyse. Et là, putain. Ah ouais, quand même. Tu vois. Il y a tout ça dans ma cire. Sérieux. Ah putain. Bah ouais, et puis pourtant, on avait racheté des ruches, voilà. Il Il y y a a... cire d'opercule. Ouais, pourtant, mais il restait des trucs, certainement d'autres pratiques avant nous. Hein, puisqu'on a... oui. Je sais pas, bref. En tout cas, des trucs, ouais, tu dis merde, quand même, puis un peu de l'environnement, tout ça, quoi. Bon, bah comment on fait? Parce que là, c'est pas possible, hein, enfin, c'est pas possible. Bon, bah on a commencé à renouveler plus les cadres de hausse, hein, parce qu'il y en a qui dataient d'il y a longtemps. On a remis très vite la cire neuve sur beaucoup de cadres. Aujourd'hui, pour les hausses, par exemple, eh ben, on s'est organisé pour changer les cadres, 1/5 tous les ans. Et on Ok. tourne sur 5 ans, voilà. 2 4 par an. Voilà. Voilà.
Et c'est En gros, oui. voilà, c'est ça. Voilà. 8 cadres, non, 9 cadres 8 et 9. Et c'est voilà, c'est obligatoire. Voilà, c'est comme ça. Et puis bah, pour les cadres de corps, eh ben, on change. On est sur partition, on resserre, on enlève tous les vieux cadres. L'intérêt de la partition, c'est ça pour moi. C'est qu'à l'automne, à un moment on resserre, les vieux cadres, on les passe de l'autre côté, on les gratte, les abeilles enlèvent le miel, oui. et on refait fondre. Et puis on recommence. Donc oui, tu refais construire au moins 4 cadres par an, quoi. Tout ce qu'on peut. Il n'y a pas de moyenne, il n'y a pas de limite. Ouais, oui, sur Collex, c'est ça. Oui. Ça y va. Et puis c'est super. Et là, l'idée pour cette année, puisqu'on a vraiment fait un gros, enfin on a fait depuis quelques années beaucoup de nettoyage. Donc les analyses, elles sont revenues à quasiment rien détecté. Et par rapport à une liste comme ça, oui. on est juste à un limite de. Donc tu vois, on arrive à ça. Et en 5 ans, 6 ans, on a tout nettoyé. Et l'idée, c'est qu'on va faire une analyse sur la cire de corps cette année. Ouais. Pour voir où on en est aussi en termes de... Se situer, quoi. Ouais. Voilà, parce que s'il n'y a rien... Et c'est pas mal, ça fait une espèce de bilan, en fait, de photographie. Voilà, c'est ça. Tel moment, on a ça dans notre ruche, dans nos ruches. Quoi, voilà. Bah, c'était ça, pour moi, le vrai intérêt qu'on peut avoir aussi à travailler. Alors, avec mon veto d'un côté, ou même avec Apinov pour tout ce qui est sélection, ouais. Et puis les tests qu'on peut faire, c'est de dire, bah, y a des bilans, effectivement. Et on objective des choses. Ouais, j'essaie ici, ça marche bien, non. Ouais, on a des chiffres. Hein, ça marche pas mal, non. On a tel résultat. C'est efficace, c'est pas efficace, voilà. Ouais. Et la pivare marche pas. Ah bon? Moi, j'ai pas de problème. On n'a pas d'infestation. Voilà, c'est tout ça qui alors, est. Par contre, tiens ça là-dessus, donc traitement à pivard, tu vas le faire systématiquement. Non, alors on essaie de te questionner, de savoir si tu pourrais changer. Alors, tu as des résistances. Aujourd'hui, on est dans les Pays de la Loire et on a un protocole qui fait qu'on a 2 années à pivard et 1 année à piston. D'accord. Et on fait des contrôles systématiquement de l'efficacité. On réfléchit quand même, nous, parce qu'on a des pratiques qui me semblent quand même de plus en plus intéressantes, c'est comment valoriser nos pratiques. Parce qu'après tout, je préfère la cochonnerie ou faire comme je fais. Rien ne va valoriser mon travail. Il n'y aura qu'une marque, il n'y aura pas de Marque repère, ouais. pas de marque repère. Parce que si je te propose un label, une saison aux abeilles. Et ben si tu vois, genre ça, il y a un label, une saison aux abeilles, ben non mais tu vois quelque chose, non mais et avec un cahier des charges en disant bah voilà, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, et qui veut dire quelque chose au client. Oui, la transparence. Et ben voilà. Plus aller voir ça et comprendre ce qu'il dit. Voilà, exactement. Bon, ben ça n'existe pas pour le moment. Et le seul qui existe, c'est en bio, quoi. Oui, et il a tendance à être assoupli pour fournir le GMS. Alors voilà, mais bon. Ça peut être faire des copains encore là. Non, mais ça peut être une solution. Ça reste la question. Donc au final, oui. L'idée aujourd'hui, c'est de se dire, moi j'ai envie d'avoir les pratiques les plus claires, parce que je suis content en même temps d'avoir. En même temps, c'est l'autre aspect, tu vois, c'est de se dire, on le fait pour nous, on ne peut pas les valoriser effectivement. Si ce n'est que bah, pour son fort intérieur ou pour son ego, dire bah, on a fait ça, on a de la cire propre, oui, bah, on peut dire ce qu'on veut, on a les analyses et c'est bien. Bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, voilà. Et c'est tous ces éléments-là qui sont importants pour nous. Donc là, on a parlé de nos souches et les autres souches, les petits du clé là-bas, et ben c'est tous ceux qui sont en des SDI pour la tolérance varroa. Alors SDI, Single Drone Insemination, insémination à sol mâle, et c'est des colonies sur lesquelles on a fait des tests de chute naturelle. Et après, on a fait ce qu'on appelle les tests SMR, c'est-à-dire le comptage de non-reproduction du varroa dans les cellules. Et on a quelques-unes où, malgré l'infestation, on ne trouve pas de varroa. Bon, aujourd'hui, on les a multipliées. Et on a quelques-unes des descendantes qui ont conservé ce caractère, mais malheureusement, pas toutes et pas la majorité. C'est un travail compliqué. Hein. Bah ouais, tu vois, et c'est toujours ça aussi, on voit des gars qui achètent des reines INSEM à des très bons sélectionneurs qui travaillent vraiment là-dessus, hein, et qui disent, bah moi je multiplie la reine VSH, bah oui, tu multiplies la mère qui était VSH, 100% VSH. Tu es sûr de ce que tu fais? Et voilà. Mais la descendance, nous, franchement, c'était même pas quantifiable VSH, puisqu'on remettait du varroa et on ne trouvait pas de varroa dedans. Donc il n'y a même pas de non-reproduction, il dégage. Super, on fait des filles, et là, alors c'était même pire que ça, c'est-à-dire qu'on a fait une vingtaine de sœurs jumelles, fécondées par un seul mâle, enfin chacune un seul mâle de la même ruche, et dans ce lot-là, on en trouve cette fameuse-là, la V23, où il n'y a plus de varroa, il y a jamais, on peut en remettre, on ne retrouve pas, et d'autres qui sont mortes. De varroa. De varroa, tu vois le truc? Et tu dis, bah ouais, comment on va arriver, enfin, ça devient... Ouais. Alors on s'attache à ça. Bon, là cette année on va remettre des lignées, enfin du sang
sur ces nucléides-là. Mais on peut jeter un œil si tu veux, pour que tu vois. Alors, bon là c'est nos souches Buckfast. Donc là, on les insémine la première année et après on va les mettre en test de production, comme des ruches normales. Une majorité on va les mettre en production comme les autres. On va voir si elles travaillent bien. L'essaimage, et là l'essaimage nous ne le contrôle pas. Il y a une époque où on faisait les cellules, comme ça pouvait être recommandé. Non, nous là, non, tu laisses, oui, faites. Voilà. Et pareil, celle qui essaime, c'est noté, quelle lignée, et puis voilà. Voilà. Bah, sauf s'il n'y en a qu'une, mais s'il y a 2 ou 3 fois la même lignée, on n'utilisera plus cette lignée-là. Donc on la laisse faire, et on va tester, on va voir la production, la qualité du couvain, la douceur, et puis après on fait les tests hygiéniques. Sur celle qui reste dans le haut du panier, on fait les tests hygiéniques, et varrois aussi, on va faire des phorétiques varrois, pour voir aussi, pour avoir le taux d'infestation qui reste. L'idée c'est de pouvoir voir s'il y a non seulement l'infestation, mais le taux de variation d'infestation. C'est-à-dire que si on a une infestation qui reste la même jusqu'à 2 juin à fin août, bon, c'est pas inquiétant. Voilà, c'est plutôt ça. Oui, même si on se rend compte que souvent l'infestation reste la même de juin à fin juillet, mais qu'après août et septembre, c'est là que ça s'améliore. Oui. Donc celles-là, elles sont toutes testées sur cette production-là. D'autres, pour conserver des super lignées qu'on a pu avoir il y a quelques années, top, on va faire des croisements tante-neveu. Alors, tu peux nous expliquer un peu ça? Ouais. Allez, on se met à l'ombre. On se remet à l'ombre. Mais on a beaucoup parlé, hein, mais on va ouvrir des ruches, mais ça m'intéresse trop, moi. Alors, tante-neveu, c'est, tu as une super colonie, tu fais des filles dessus. Oui. Et de ces filles, il y aura des mâles. Oui. D'accord? Et ben, tu vas croiser les mâles avec d'autres filles de la même colonie. Mais c'est de la consanguinité. Non, c'est pas ça. C'est pas tante-neveu, c'est... Bah, si, alors, au final, ça fait tante-neveu parce que c'est pas de la même ruche. Ah, c'est pas de la même ruche, oui. Voilà. Mais sinon, c'est sœur-frère, quoi. C'est ça l'idée, puisque on veut de la consanguinité, mais au final, ça fait tante-neveu, puisque on va faire des filles d'une ruche, et l'autre aura déjà fait ses mâles. Ce sera des sœurs qui auront eu certaines des enfants, et d'autres qu'on va juste... Et avec ça, tu arrives à établir une stabilité, garder, ou comment, je sais pas. Alors l'idée, c'est de conserver cette aptitude qu'on avait dans cette super ruche, quand c'est vraiment celles qui sont très au-dessus. Et ça, c'est très efficace, ça marche. Et ben c'est relativement efficace, oui. Alors effectivement, les mères, elles sont pas top, ce croisement, ça rend pas des colonies très jolies, forcément toujours, puisqu'il y a quand même 50% de génétique qui sont communes. Oui. Donc c'est dégagé un peu, oui. Pas toujours d'ailleurs. Et derrière, les filles sont top, sont toujours top. Toujours top. Donc on fait des croisements comme ça, on fait des croisements qui sont parfois... alors là, c'est demi-sœurs, enfin je sais pas comment dire, on a fait d'une super colonie, on a fait 2 insèmes avec les mêmes lignées, deux sœurs qui sont en production et qui sont top. Oui. Et là, on va recroiser l'une avec l'autre. D'accord. Alors, c'est une consanguinité un peu plus lointaine, mais c'est pour bien conserver des lignées. Et à chaque fois, on parle d'inséminer. Hein. Et là, on fait que des inséminés dans ces cas-là. Voilà. Oui, parce qu'il y a trop de volatilité, j'allais dire, d'aléatoire. Voilà, c'est ça. Avec la fécondation naturelle. Voilà. Impossible, quoi. Alors, typiquement, au final, quand on regarde, celle-là, c'en est une, comme on vient de dire, là, de croisement, pas tante-neveu, mais tante, sœur jumelle à la base. Celle-là aussi.
Ça, c'est des lignées particulières. Ça, c'est une tante neveu. Ça, là-bas, c'est tante neveu. Ça, c'est une tante neveu aussi. Tu vois, on utilise quand même pas mal au final. Oui, d'accord. Question, pourquoi elles n'ont pas de hausse là? Parce que c'est nos souches et on va les maintenir petites. Parce que ce que je veux, c'est qu'elle ne ponde pas trop pour la garder le plus longtemps possible. Tu vois? Donc tu fais des échanges de cadres? Ou comment tu fais? Non, bah oui, j'enlève un peu de cadre de temps en temps, il y a un peu d'abeilles. Pousse au bout d'un moment, ouais. Ben voilà. Et ça fait un bout de temps que je suis pas repassé. Donc tu vois, celle-là, elle est de 2000. Elle était inséminée en 2017. Ah oui, d'accord. Et on veut la garder. Et bon, bah, y en a qui vivent moins bien leur vieillesse. Mais celle-là. Ah putain, c'est chaud le lève-cadre. Bon, celle-là, tu vois, elle pousse, il va falloir que je la diminue un peu. Mais parce que elles ont bien travaillé. Et ça, c'est une vieille lignée. Alors celle-là, j'ai vraiment massacré. Parce qu'on l'a testé en production, elle était top. Et il y avait 4 sœurs équivalentes. Top, toutes pareilles. Je les ai vendues à d'autres collègues pour faire la multiplication. Toutes pareilles. Et on fait le test septembre de varroa phorétique. 0 varroa phorétique en septembre. Super, ma chérie. Ben toi, on va pas te traiter. Je ne l'ai pas traité. Et voilà comment elle est. Donc, bon, j'ai remis un petit coup de traitement l'an dernier parce que ça commençait à être trop important à un moment. Ouais, ouais. Mais pour cette lignée-là, bon, tu vois, elle est moins jolie. Parce qu'elle a commencé à être vieille, mais tu vois, elle pond un peu partout. Bon. Oui. Et elle commence à avoir changé sa reine aussi, tu vois. Est-ce que les trous Non. Un petit peu. Les trous, c'est pas joli. Ouais, mais est-ce que c'est pas du nettoyage constant? C'est ça, tout à fait. Parce qu'on a encore une pression varroa qui est quand même relativement conséquente dans cette... tu vois. Ah là, ça commence à prendre du mal. Ça, j'ai mis des cadres où il y a des mâles exprès, hein, parce que j'aime bien qu'il y ait du mâle qui vienne. J'en ai remis là aussi. Nous, tu vois, bon, c'est des... J'ai remis des cadres, mais tu vois, elle les a remplis de miel. Le bas, on met des cadres à mâle, mais elle les a pas fait. Mais tu vois, pollen de châtaignier à fond qui rentre. Ouais. Bon. Non, ça miele bien, c'était sec tout ça. Et elle, franchement, je l'ai vraiment martyrisée. Je vais t'en montrer une qui n'est pas comme ça, parce qu'elle, franchement... Alors, c'est dans le sens du test, quoi. Hein. Ouais, du test, voilà, je l'ai poussée. Faut bien savoir Je l'ai poussée. On va regarder une autre qui est... Ça a l'air belle. Ça, elle est très bien. Celle-là, c'est un croisement, un beau croisement. Il s'appelle la B208. C'est On en... met toujours sur palette en 4 points cardinaux. Ouais. Pas toutes, parce que dans mon camion, c'est compliqué de les mettre ces palettes-là, donc je suis repassé avec des palettes Nico pour certaines ruches qui transhument. Mais tu vois, B208, là, c'est autre chose, tu vois. Très beau. Tu vois? Ça, c'est un croisement... Ah putain, il y a du pollen partout. Il y a des pollens partout. C'est pas c'est un croisement de 2 très bonnes lignées. Donc, tu vois, puis ça rentre du miel, ça rentre... et les cadres à mâle, tu vois, on en met partout. Tu vois, quand il y a 2 traits, c'est cadres à mâle. D'accord. Et avec les années, des cadres, comme ça, on sait. Spécificité, dessous à construire, avec quoi? Ouais. Alors, on fait faire à notre cirier des langstroth. Ah d'accord, ok. Et on met des cires langstroth et le bas, elles le construisent. Non mais c'est bien reparti. Okay. Donc tu vois, elle pousse quand même malgré tout, mais on va enlever un peu de monde là-dedans. Et tu vois, ouais, ça c'est... Très beau. Ouais, et l'autre, celle-là, la B392, c'est vraiment une top. On ira voir des filles tout à l'heure. Ça pousse, c'est top, en production. Et on va regarder une consanguine. Alors est-ce que tu as des soucis de consanguinité? Tu vois, on va regarder ça, on va regarder ça tous les deux. Je te propose de regarder. En fait, c'est pas un souci de consanguinité, ça? Ben non, c'est pas un souci, non. Non, il n'y a pas trop de soucis. Non, mais après... Non, mais tu vas le détecter comment quand tu as vraiment... non, justement, c'est ça qui est... Ça n'arrive pas, ça peut arriver, mais... Ça peut arriver vraiment quand... rare. Voilà, d'arriver à un point... Même, tu vois, en tante neveu, on n'arrive pas... Parce que c'est un croisement de race. Effectivement, on serait avec une race pure, type toutes les autres, oui. Où on serait resté en consanguinité, on pourrait avoir quelque chose. Mais là, on est en bugfast, on n'a pas forcément... Il y a déjà énormément de gènes. Voilà. Ouais, tu vois, il faut faire de la place plutôt qu'autre chose. Hein. C'est beau, c'est propre. Oui. Voilà. Et pareil, cadre à mâle, tu vois, on en fout partout. Il faut du mâle. Il faut que ça fasse du mâle partout. Ok, voilà pour une partie des souches. On peut regarder d'autres si tu veux après, mais tu vois, ça va être... C'est intéressant. La spécificité, j'essaie de résumer, celles-ci sont des reines inséminées. Ouais. Que tu essaies de garder le plus longtemps possible. C'est ça. Donc en petit volume. Voilà.
tu vas ponctionner du couvain. Voilà, pour pas que ça déborde. Mais là, tu vois, il va être temps de venir ponctionner du couvain un peu dans toute. Là, tu vois, c'est en train de... Et celle-ci, donc particulièrement, tu fais attention à pratiquement pas les nourrir, pas les traiter, j'ai envie de dire. Alors, l'année de test, ça, c'est des trucs rédhibitoires, quoi. Oui. Nourrir, traiter. Alors, Essaimage, traiter. nourrir, Alors, essaimage, voilà. Essaimage, de toute façon, de fait, tu pars, c'est pas grave. On veut plus de toi, tu ne m'aimes pas, tu veux t'en aller, va-t'en. Je ne t'aime pas non plus. Je ne t'aime pas non plus, tu veux me quitter, va-t'en. Ça, c'est pas un problème. Production de miel, effectivement, ça c'est indispensable. Ouais. Alors après, sorte le cadre sanitaire. Ouais, voilà, c'est ça. Dis, quoi, hein. Après, production de miel, ça ne veut pas forcément dire une qui va être toujours, qui va être mais que ce soit constant, quoi. Oui. Voilà. Oui, ce que tu disais. Parce que la belle qui, au printemps, tu es obligé de courir mettre les deuxième, troisième, et puis au bout de quelques jours, elle est plus. À la fin, ça va pas. À la fin où elle part entre temps, non, ça c'est pas des choses. Non, moi, une partie de nos souches, c'est quand même des petites besogneuses, voilà, qui sont pas forcément, voilà, qui font leur déo sur chaque miellet tranquillement. Déo sur 7 millets. Alors, c'est ce qu'il faut. Quand c'est vraiment des belles miellées, ça fait bien mieux que ça, on est d'accord. Non, mais des belles miellées, là aujourd'hui, dès que ça a quelques jours de miellées, on appelle ça des belles miellées. Oui, non mais voilà. Ouais. Bon, on va aller voir maintenant je vais te montrer des SDI, donc des. Alors oui, c'est intéressant ça. Il faut expliquer aux gens. Ouais. Là, on joue un petit peu plus avec la génétique. Là, on joue, ouais. Mais l'intérêt, il est, comment dire, évident, puisque là, on met une reine n'est inséminée qu'avec le sperme d'un seul mâle, voilà. au lieu de quoi, 12, 14, ouais, 15, c'est ça, ouais, enfin d'un volume, ouais. Pour être sûr voilà. de, comment dire, la fécondation et de voir ça. le résultat, exactement. De pouvoir comparer, de pouvoir parler, de savoir de quoi on parle, quoi. C'est ça, et de pouvoir éventuellement le transmettre à la descendance. Parce que quand il y a plusieurs mâles, eh ben, c'est un brassage aussi, même si c'est des frères, ce sont que des frères. Hein, donc là, non, on va essayer d'avoir quelque chose de très très stable et de très très proche pour qu'on puisse travailler dessus et faire de la descendance qui puisse conserver ce patrimoine. Oui. Parce que c'est là la vraie difficulté. Oui. C'est ce qui devrait être fait sur toutes les abeilles. C'est ce qui devrait être fait sur tous les abeilles et par tous les apiculteurs et prendre ce temps. Voilà. Alors après, on peut dire, ouais, ce temps-là, c'est du temps. Moi, j'ai pas le temps. Et j'entends. Oui, ce que l'on entend souvent, c'est contre nature. Voilà. Alors contre nature, ouais. Bon. Moi, je dirais que c'est plutôt qu'on va raccourcir le temps. Alors après, c'est toujours une notion un peu particulière avec l'abeille, c'est contre nature. Nous, c'est que les mères qu'on va gérer. Il y a un moment. Tu touches tout aux filles. Alors les filles, si, mais les filles, mais dès qu'on va faire de la fécondation naturelle, c'est n'importe quel mâle qui va venir. Il y a tout ça. Oui. Je veux dire, on dit les apiculteurs, vous faites. C'est un discours qui est un peu embêtant en ce moment, qui revient, mais il faut voir l'origine de ce discours-là. L'apiculture aujourd'hui elle est contre nature, il y a des brassages génétiques qui ne sont pas normaux. C'est le lobby agrochimique qui a sorti ça au début des années 2000 avec le gaucho. Hein. C'était pour dire il y a un problème en apiculture, c'est pas nous, c'est eux, ils font n'importe quoi en génétique. Aujourd'hui, c'est repris bizarrement par une certaine idée de la protection de l'environnement. Mais là-bas, c'est des arguments de l'agrochimie. Donc ce serait bien quand même qu'à un moment, on se redise les choses clairement. Le message est entendu. Ouais, non, mais voilà, c'était ça, en nous disant vous faites n'importe quoi avec vos brassages. Pour des gens qui produisaient du maïs semence, ils disent bon, ok, faites pareil. Ou de la Holstein, justement, bah ouais, vous avez 5000 ans de sélection sur vos bestioles et vous nous dites que nous, en les contrôlant dans des endroits fermés et vous pouvez les contrôler, nous, qu'est-ce qu'on contrôle? Qu'est-ce qu'on contrôle? Voilà. Un espace ouvert, quoi. Voilà, au contraire. Donc voilà, ça c'est un discours qui est. Alors il n'y a qu'un truc, c'est que nous on essaie de se rapprocher du côté originel de l'abeille, c'est-à-dire le moins intervenir possible. Ouais. Il y a un paramètre sur lequel on joue beaucoup, c'est l'essaimage quand même, qui est naturel. Ah oui. Mais là, nous, ça nous pose problème, effectivement. Ça, mais alors c'est vraiment l'aspect naturel qui est vraiment le... Et finalement, l'essaimage que nous on veut pas, on va le pallier par un changement de reine artificiel. Donc, alors, voilà. On peut dire que alors, il y a une parenthèse entre deux, il y a un milieu qui s'appelle les colonies anecbaliques. Ok. Ouais. Ok. Et une partie des buckfast ont ce caractère-là, c'est-à-dire que. Tu nous expliques? Ouais. Elles essaiment pas, elles élèvent une nouvelle reine quand même, et la nouvelle reine reste avec l'ancienne. Oui. Ce qui fait que. Nous a dit ça hier. Donc ça s'appelle l'anecbalie, ça. Et c'est assez commun à la buckfast. Alors attends, entre l'anecbalie et la supercédure, quelle est la différence? C'est que tu t'en rends pas compte. Elles ont fait une cellule à un endroit,
et tu vois une reine féconde. C'est dur, tu ne te rends pas forcément compte si tu ne vois plus tes rues. Ouais, mais alors justement, on n'ouvre pas, mais ce qu'on va constater, c'est que le problème de l'essaimage, en fait, si on réfléchit un peu, c'est qu'est-ce qui nous pose problème? C'est pas que ça fasse des cellules. Ah, c'est que les abeilles partent. C'est que les abeilles partent et que la colonie ne produise plus. Si ta colonie, tu retrouves deux reines dedans et qu'elle continue à travailler tout le monde en bonne intelligence, oui. C'est quoi le problème? Oui. Il n'y en a pas. Sachant que cette cohabitation n'est que temporaire. Des fois, ça dure une saison quand même. Hein. Ah oui. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec certaines vieilles lignées Buckfast qui ont cette aptitude-là. Et on retrouve encore dans nos ruches, bah, tu tiens celle-là, elle n'est pas marquée, et tu fais le cadre d'après, tiens, elle est marquée. Il y a deux reines. Et c'est un problème. Enfin, ouais, on le voit. Ouais, mais en Buckfast, c'est hyper fréquent. Et c'est souvent un problème pour nous en greffage, par contre. Tu vois, oui. Où là, il faut absolument qu'on soit hyper vigilant là-dessus. Tu sais pas sur lequel tu greffes? Parce que si tu trouves, voilà, tu peux greffer sur la fille. Et donc plus sur. Donc c'est là plutôt le problème. Pour nous, d'Anec Bali, à l'inverse, si c'est généralisé et on l'a souvent dans nos colonies, ça c'est quand même top. Enfin moi je suis. Oui, ça veut dire que alors non, pour le coup, il n'y a plus d'intervention. Si on va faire gaffe au varroa, à la nourriture. Voilà, mais non mais justement c'est ça. Et la nourriture à quel moment? Voilà. Oui, ça va être ça aussi. Voilà. Ça va être ça aussi. Allez, montre-nous ça. Alors, très intéressant. Alors celle-là, tu vois, hop. Ouais, c'est beau, il y a du monde, dis donc. Est-ce que tu arrives à gérer tout ça, les nuques, je veux dire la taille, quand ça miel fort? Alors non, alors justement, là, sur cela, on ne le gère pas. On agrandit quand on passe. Et tu vois, c'est quand même mis tout plein, tout ça. Mais ça rentre bien aujourd'hui, hein, il y a du... Tu vois, il faisait tellement froid, ça miel que depuis lundi, on est jeudi. Tu vois, ça a bien travaillé quand même. Les SDI ont une durée de vie un peu plus courte, quoi. C'est pour ça qu'on les garde en nuclé. D'accord. Voilà, mais... Bon. Ça miel, hein. Mais tu vois, celle-là, c'est une de l'an dernier, mais celle-là, c'est une de 2018. D'accord. Et tu les hivernes tel quel? Voilà. Okay. On les hiverne comme ça. Et comme ça marche bien. Émilie, c'est toi qui fais le greffage et tout? Ouais. Tout le temps? Ouais. Ok. Ouais, c'est Émilie. Bon, tu vois, celle-là, on l'a rétrécie un peu, mais elle a il faut qu'on l'agrandisse. Et tu vois, oui, j'avais pas vu. Ouais. C'est la merde. Mais tu vois, c'est une reine de... Ouais, tu vois, elle est là. Une rouge, 2018, tu vois. Et c'est encore... ça pond bien, tu vois. Donc avec ça, tu vas faire des filles. Voilà. Qui te permettront de dire, j'ai réussi à garder la stabilité que je veux génétique. Là. Ah, on va les tester d'abord. Oui, bah, c'est en testant que tu sauras, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors on va les tester. On va voir, justement, cette année, on refait ce qu'on a encore un nouveau DSDI avec celle-là, des filles, un certain volume. Et on va pareil, pas les traiter. Et on va regarder comment ça se passe en chute naturelle. Alors, quand je dis qu'on va les laisser en nucléi, parce que c'est des petits volumes, on va faire des chutes naturelles, on va compter le nombre de varrois en une semaine qui tombent. Sur celles qui en ont trop, on va arrêter le test, pour pas qu'elles périclitent. Oui. Et celles qui ont des bonnes aptitudes, eh ben, on va réinfester en varrois au printemps prochain. D'accord. Et puis là, pareil, une fois qu'on a réinfesté, on compte combien il y a de varrois mamans qui vont dans la cellule se reproduire. Et on va surtout regarder celles qui ne se reproduisent pas. Et on va faire un taux de non-reproduction et on va rechercher le minimum de taux de reproduction. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura un varroa, le mieux c'est... Oui. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, c'est ça ce test-là. Mais plutôt que de le faire à grande échelle sur tout... Mais non, en fait, tu vois, on dit que c'est un gros boulot. Et plutôt que d'avoir... de faire comme d'autres... Je fais comme connerie, moi. C'est que je me dis, il faut que je me le fasse sur tout mon cheptel. Non, tu le fais sur des croisements déjà spécifiques que tu vas tester en plus en chute naturelle. Celles qui ont beaucoup de chute naturelle, eh ben, tu ne vas pas les tester. Ça, on a essayé ça déjà au début pour mettre en place un protocole. On fait des chutes naturelles et on a regardé celles qui étaient chutes naturelles, ben, elles en avaient beaucoup en SMR. Celles qui n'avaient pas de chute naturelle, elles en avaient peu ou pas. Donc on s'est dit que maintenant, ça ne servait à rien, on pouvait se fier à ça. On fait chute naturelle. S'il y en a beaucoup qui tombent, on les exclut du test. Celles qu'on en peut, on réinfeste. Donc ce qui fait qu'au final, bah, il nous reste 3-4 à tester. C'est pas tout le lot, quoi. Ah, c'est hyper intéressant. Et là, c'est Robin d'Apinov qui va m'aider à faire ça. D'accord. Voilà.
Donc oui, tu changes. Donc alors, donc on greffe toutes les semaines, principalement sur, ces souches-là. Et principalement parce qu'il y en a d'autres ou quoi? Non, mais c'est qu'on greffe beaucoup sur ce qui est très bugfast pour nos clients. Et puis nous, on en greffe un peu d'autres lignées-là ou certaines pour pouvoir. De toute façon, tout est toujours noté. Pour pouvoir essayer, voilà. Essayer, voir si ça correspond à ce qu'on recherche aussi. Bon, alors, après, sont amenés en éleveuse qui sont plus loin là-bas parce qu'il faut faire un peu de sport. Tu vas faire les fameux 10 000 pas par jour. Alors, si tout était côte à côte, ben, je ne marcherais pas. Donc là, voilà, on a 3 lots de nucléi. Voilà le premier lot qui est là. Et où à l'envers, oui, voilà. Ouais, tête bêche, ouais, ou comme tu veux. Bêche, oui, voilà. À l'envers, à l'endroit. Ça, c'est un stock de nucléi en rab. Et c'est là où on a des réserves de couvain aussi quand on a besoin de refaire nos. Alors chaque semaine on a un lot, voilà, on va prélever les reines. Tu vois, c'est pas un gros stand de nucléi quand même, hein. Il y en a une centaine là. Oui. Mais je trouve l'endroit est assez restreint par rapport à la quantité. Finalement, puis t'as pas trop de dérives ou d'erreurs de reines ou quoi? Pas du tout. Faut pas s'embêter. Voilà, ouais. Donc voilà, on prélève. Tout ce qui n'a pas marché, c'est secoué et on reprend des capes de couvain dans celle-là et on remet une cellule dans la foulée. Mais on ne va pas essayer de remettre quelque chose qui n'a pas marché. On secoue, on vide et on recommence à zéro. Et là, à chaque fois, ce qui fait qu'on a des taux, on pourra regarder les chiffres tout à l'heure parce qu'on enregistre aussi à chaque fois les données. On est entre cette année 70 et 95%. Qu'est-ce qui t'a porté sur ces choix de nuque? Alors moi j'aimais bien polystyrène le léger et puis c'est assez... elles sont bien dedans. Ouais. Moi je les trouve bien les colonies. Alors qu'avec ça, tu vois, je trouve qu'on n'a pas les mêmes réussites, c'est plus compliqué, je sais pas pourquoi. Alors que là, dans les Mini Plus, franchement... Et tu vends ça comment? Et ben, alors là, par contre, les nucléi, on les rassemble tous en bois et on les superpose sur 2 hauteurs. 2 hauteurs, voilà. Avec une seule reine. Voilà, avec une seule reine. Voilà. On en a fait hiverner à un moment, mais on avait des copains pivers qui venaient jouer avec les nucléi. Ça résiste pas trop. Et puis là, tu vois, tu te faisais bien défoncer tout ça. Et il y a un coin où je pense que c'est des blaireaux qui sont venus finir. Je suis revenu, j'avais un rucher qui était un peu à l'abri là. Je suis revenu les voir et il y avait des miettes partout dans le champ et puis rien. Plus rien, tout était défoncé de partout. Ouais, ça fait plaisir. Et voilà, tu vois, et puis après, là ça va bouger correctement. Bon. Oui, ils sont tout petits. Ah, ils sont tout petits, mais tu vois, alors le truc c'est rigolo, on dit ça, c'est tout petit, un petit coup de fumée quand même pour le fun. C'est tout petit, mais il n'empêche que tu vois, tout de suite, tu passes un peu de temps à chercher la reine. Oui, donc en général, tu vois, des comme ça, on va les mettre encore plus petits. Hein. Oui, c'est quoi? C'est 2 cadres en fait. Voilà, 2 cadres, tu vois là. Ça c'est le lot pour la semaine prochaine, tu vois, c'est bien pondu. C'est à construire. Ouais, c'est ça, la reine est bien pondue, il y a tout dedans, voilà. Voilà, ouais. et puis voilà. Bon, ça c'est le lot pour la semaine prochaine, voilà. Donc ça c'est notre lot de réserve, et puis à partir de là-bas on a notre lot un deuxième lot, et on a 3 lots, et comme ça tourne toutes les 3 semaines. Les 3 semaines, comme ça, quand on met une cellule qu'elle naît, elle a le temps de se faire féconder, et quand on visite 3 semaines après, il y a du couvain fermé. Tout ce qui n'est pas couvain fermé, ça veut dire que on estime que c'est pas forcément la bonne reine. Tu vois, ça peut être un remérage, donc on ne prend pas. Même c'est peut-être une reine qui a du retard en fécondation, mais ça peut être aussi, tu vois, à 3 semaines, c'est juste. Tu peux être juste. Voilà. Non seulement tu as tes dates, mais en plus, ça doit correspondre. Quoi. Si voilà, ça prend pas, ou si c'est pas operculé à ce moment-là. Ou si ça pond tout juste, ça peut être une cellule qui a été faite et qui a été vite fécondée. Voilà. Donc on élimine tout ça, systématiquement. Oui, il faut que tout soit homogène. Voilà, et puis comme ça c'est simple, et puis on repeuple au fur et à mesure. Alors alors on va aller voir. Ouais, non mais on s'en fout. Bien voir. Ouais, en ce moment je mets dehors. Alors là tu vois, il y a des ruches qui sont là, c'est les essaims qu'on a vendus, on va les remplir prochainement. Là c'est le matériel à réparer, ça c'est le matériel à foutre au feu. Et ouais, maximum, alors pendant la saison, maximum au solaire. On a du matos pour faire fondre l'hiver, une grosse chaudière à vapeur avec un gros bain. Oui. Mais là, en cette saison, il y a le soleil qui travaille tout seul, il me demande pas de travail lui. Juste de passer de temps en temps. Alors c'est un endroit où on passe souvent, donc tu vois, on pourrait les secouer, en mettre d'autres. Tu vois, c'est un truc en routine. C'est en routine. Ça ne provoque pas de pillage. Non, les cadres ont non, il n'y a plus rien dedans, donc on a des vieux cadres et puis des cires. Voilà. Donc là, voilà. Là, c'est les ruchettes, tu vois, on les met dans des
dans une espèce de palox spécial pour qu'on puisse les charger facilement le camion. D'accord. Ça va plus vite. Oui, tu as l'élévateur là, comme on l'a vu. Ouais, ouais. Donc on s'est fait ça cet hiver, là c'est pas mal ça, tu vois, ça va vite. Là on a des palox à nourrisseurs et tu vois, je laisse les nourrisseurs, avant je les mettais à l'envers et je les nettoyais. Là maintenant on laisse dans le sens où l'eau peut stagner dedans, pendant la saison. Et tu vois, regarde le volume, ça fait abreuvoir. Ok. Et quand tu les nettoyais, tu faisais à la vapeur Au Karcher. Karcher, Ouais. et maintenant on ne les nettoie plus ou qu'est-ce qui se passe? Et bah là je vais en nettoyer quand on l'utilise au Karcher aussi. Ouais. À la vapeur c'est compliqué avec ceux qui sont en bois. Peut-être pareil. Et t'as essayé sur le plastique? Je voudrais essayer moi. Non, j'ai jamais essayé. Et puis tu vois, pareil, les petits palox à grille à rennes, parce que ça c'est la misère, les grilles à rennes, toujours à trimballer. Ouais. Donc voilà, on a une partie de nos éleveuses qui se fait. Nos éleveuses sont là. Ok, alors système, vas-y. Et ben c'est des orphelines. Ok. Des orphelines dans lesquelles on ramène du couvain régulièrement. Voilà. Ok. Couvain. Mais alors tu leur fais faire toute la saison, non? Et ben, le maximum après quand elles ont plus envie de travailler on essaie de leur faire le maximum de temps. Ouais, ouais. Alors par contre elle doit être un peu plus gaillée. Plus guerrière. Gaille. Ah oui, je dis gaille chez moi. Ouais, ouais, ouais. Là, on va voir. Puis on va se barrer en courant s'il faut. Moi je cours pas moi. Là, par contre c'est chaud le toit sans. Ah ouais, dis donc. Alors là c'est pour mettre ton cadre de dégreffage? Alors demain, ouais, c'est demain greffage. Okay. Bon, tu vois, ça une qui est un peu plus vieille, ça. Tu le juges à la population? Ouais, une petite population. Ouais. Pour que ce soit plus populeux. Est-ce que ça peut t'arriver de les resserrer? Alors, ouais, les autres, je les resserre. Mais celle-là, elle n'avait pas de partition. Mais je vais ramener du couvain demain matin, je vais aller chercher ça. Okay. Et puis, bah, on va, tu vois, j'ai ramené un peu de cadre de couvain, mais j'ai pas ramené de cadre à mâle cette fois-ci. Mais donc, tu vois. En principe, tu me disais, tu ramènes maintenant que du couvain fermé. Ouais, ouais. Et mâle fermé aussi. Voilà, des cadres à mâle, prêts à net, voilà. Donc, ce qui naît là-dedans, ouais. les ouvrières, sont ouais. d'ailleurs jeunes en règle générale. Ouais. Non, tu vois, regarde, tu vois, là, tu vois le couvain de. Ouais, là, il y en a, parce que j'ai pris un cadre où il y en avait un peu comme. Ouais, mais c'est possible. Ouais, ouais. Une ébauche. Ouais, mais je vais les faire demain de toute façon. Ouais. Alors, et surtout, regarde. Elles n'ont à prendre en charge, pardon, elles n'ont à prendre en charge que ton greffage que tu amènes et les mâles qui. Exactement, et un maximum, tu vois, c'est ça. Voilà. Là, celle-là, elle n'est pas très grosse, mais tu vois, il faut que je ramène du monde là. Mais voilà, maximum de mâles, et puis tu vois, on a tout ça. On a tout ça en éleveuse et en éleveuse à mâle, parce que c'est ça qui va compter. Oui, production de mâle, tu vois. Et parce qu'en plus, donc, tout est fécondé. Non, il y a un autre coin de fécondation. Il y a un autre coin, mais c'est pareil, qui est entourant de plusieurs ruchers autour, et donc c'est plus simple. Okay. Donc là, on ramène du couvain de mâle constamment. Celle-là, ça va être une qu'on va utiliser. C'est une super vieille lignée, ça. Et la reine, elle a fait un peu de mâle, elle est très très vieille. Tu vois, j'ai mis un peu de poids. Et on va l'utiliser en insémination. En un seul mâle, parce qu'elle est tellement vieille, elle est de 2016 celle-là, la reine. Et elle a produit, elle est encore en vie. Et alors, il y a un rucher qu'on garde avec des vieilles reines. Et on ne va pas tuer les reines dedans. Et on va les laisser voir le temps qu'elles vivent. Tu vois, pour voir s'il y a une aptitude intéressante ou non. Qui étaient des ruches de production, on est d'accord. Qui sont des ruches de production, mais on ne va pas tuer les reines. Ce rucher-là, on va se dire, on va les garder. On va garder ces reines-là, on va se mettre à l'ombre, tiens, ça va être mieux. On va garder pour voir la durée de vie, parce que c'est souvent ce qu'on nous dit, ouais, vos buckfast, toi tu les remères tous les ans. Et il y a un côté, tu sais pas combien. Moi je t'avoue que ça me fait chier des fois d'en tuer certaines, quoi. Aussi, hein. Ouais, non, mais je suis d'accord. Moi, c'est l'équilibre. De me dire, ouais, ça me fait chier, mais j'ai pas envie de la retrouver orpheline au printemps, etc. Donc on a un rucher, on les garde. On les garde en vie et puis on regarde combien de temps ça dure. Quand elle a reméré, on remet une nouvelle reine à la place. On ramène une nouvelle ruche d'une vieille, de celle qu'on devrait tuer, et on remplace pour voir. Celle-là, 2016, la reine. Et on ne l'a pas exclue du test, c'est-à-dire qu'elle a continué de travailler et normalement elle ne nous a pas choqués. Donc elle est intéressante. Ouais. Bon, sauf là cette année où elle peine un peu. Ouais. Elle peine. Et là-haut c'est en dessous avec une grille. Ouais, les deux, ouais. Oui, ça c'est pour les faire on a mis. Elle fait banque à mâle ou quoi? C'est ça, c'est une banque à mâle. Ah, d'accord, ok. Ouais. Alors comme c'est une vieille, elle a fait peu de mâle, donc on va l'utiliser à nouveau en SDI, celle-là avec un seul mâle de cette vieille-là. Là, ça va être juste pour conserver. Et dès le printemps prochain, on fera des filles dessus. Ok, c'est vraiment là pour le coup, essayer de garder la dernière génétique. Voilà, c'est ça. Okay. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, toutes ces ruches-là, elles sont là pour faire des mâles. Alors à la fois éleveuse et mâle, ouais. Voilà. Donc tu disais quand même, tu as changé de système, tu ramenais pas tous ces mâles avant, hein. Voilà, avant on travaillait avec un système comme Jos Gut fait, tu vois, enfin j'ai copié Jos Gut là-dessus. Hein. C'est-à-dire en divisible? Non, avec un corps, la ruche, grille à reine, hausse, et tu fais le starter dans la hausse. Tu poses la hausse à la place du corps,
tu secoues des nourrices dedans. Alors, à la base, on a changé parce que c'est Émilie qui gère l'élevage. Et c'était trop lourd, donc c'était plutôt simple qu'elle vienne mettre des cadres. Et puis bah, après on s'est dit ouais mais il nous faut des mâles, parce que tu vois, comme on fait féconder nos reines ici, il faut qu'on ait saturé, voilà. Et comment on peut saturer? Ramener plein de ruches dans un coin qui est pas hyper mellifère quand même, ou ramener des mâles. Et alors là l'idée c'est pareil, on fait produire des mâles aux colonies. Et toutes les 3 semaines on a un rucher, on a des ruchers, et toutes les 3 semaines on va piquer des cadres de mâles dans tel rucher. Donc c'est une rotation aussi. Et on va piquer et on remet un cadre mâle à la place et on reprend et ainsi de suite. Et au final, voilà, ça donne une souplesse. Et l'idée justement cette année avec le veto, c'est de se dire, ouais, ces ruches qu'on va prélever constamment en couvain de mâle, est-ce qu'il y a beaucoup de varrois dedans, puisqu'on peut en éliminer. Et ces ruches là, ces éleveuses, est-ce qu'on n'a pas beaucoup de varrois non plus à ramener du couvain de mâle régulièrement? Là on prélève. Là, alors cette année moi j'ai pas le temps de compter, donc on fait juste des prélèvements qu'on congèle et puis à l'automne on fera donc on prélève, et puis on date le prélèvement, et puis quand on aura le temps, on comptera tout ça. Voilà. Intéressant, voilà. Moi tu sauras. Voilà. Donc voilà à peu près, et là c'est vraiment le centre névralgique de le cœur, et on travaille, on passe pas mal de temps ici au final. Malgré tout, tu vois, le temps que nous prend l'élevage et tout ce qui va avec, parce qu'au final, je présente ça assez simplement, mais quand tu mets ça sur papier, donc le lundi, on attrape les rennes, on les expédie dans la foulée. Quand il en faut un peu plus, on a le stock et on en fait partir le mardi. Donc déjà jusqu'au mardi matin, c'était plié. Mercredi, il faut attraper les cellules, récupérer les cellules que tu as mis au greffage. Le vendredi, on greffe. Alimenter les éleveuses en couvain, donc aller dans le rucher. Tu vois, c'est pas anodin, tout ça. C'est pas beaucoup de temps, les choses associées les unes aux autres. Malgré tout, ça prend vite du temps quand même. En termes d'énergie passée à l'élevage, oui, parce qu'il y a tes propres colonies qui en bénéficient. C'est ça. C'était d'abord pour ça qu'on a fait ça, c'est que c'était d'abord pour nous. C'était que pour nous. L'élevage, et puis on a commencé à vendre quelques cellules ou à échanger quelques cellules, et des collègues nous ont dit que c'était plutôt pas mal, donc c'est ça finalement. Voilà, de toute façon, et où on avait un bon retour, donc on a continué à faire des rennes, voilà. Puis on avait réinvesti pas mal de nucléi aussi Alors le truc c'est que les nucléi, nous, il y a un seul intérêt, c'est pour faire la reine fécondée en série. Oui. Si tu sors de ce cadre de 3 semaines, c'est la merde. Faut pas s'embêter avec ça, ça devient un truc ingérable. Tu te rajoutes une contrainte tout de suite, tu vois, là, ceux-là, on les a dégraissés un peu, mais c'est nos souches, on y fait gaffe, et on les regarde toutes les semaines comme parce que c'est nos souches. Oui. Malgré tout, tu vois que tu as quelques jours de beau temps et ça explose. Quand tu as tout ça, si tu gères pas, si tu dis pas ça reste sur 3-4 maximum, et tu dis non, je fais une banque de rennes et quand j'en ai besoin, je les prends dedans, mais va chercher une reine dans un nucléi quand il est ras la gueule avec des constructions. C'est pire que dans une ruche. Oui. C'est aussi chiant que dans une ruche. Ça sert à quoi d'avoir un nucléi dans ces cas-là? Et est-ce que tu as un système de marquage, comme m'a montré Sophie la semaine dernière, c'était hier, dépeuplé, trop de couvains, pas assez de couvains? Alors justement, nous on n'a pas ce principe-là. Tiens, on va aller voir les autres, on va prendre nos verres en même temps. Hein, ça fait bien, c'est de l'eau. Hein. Non, justement, on n'a pas ce principe-là, c'est-à-dire qu'on fait tout en même temps. On travaille à deux à prélever les rennes. Émilie, elle ouvre, elle cherche la reine. Quand elle a trouvé, elle me montre où elle est, je l'attrape, je la marque, je la mets en cagette. Elle va gérer aussi le volume de couvain. Il faut qu'il y ait maximum 2 couvains par ruche. Et elle prend, et puis on fait une banque de 4 de couvains, tu vois. Voilà. Et puis quand on arrive sur justement une qui n'a pas marché, à repeupler, on secoue, on remet des 4 de couvain qu'on a en rab, on met une cellule qui était... Et on fait tout en même temps. C'est-à-dire que quand on a fini d'attraper les rennes, on a tout géré. Ça, c'est les lundis, mardi matin, quoi. Voilà, alors le lundi principalement pour tout gérer, et le mardi pour finir, voilà, s'il y a besoin. Lundi, le vendredi, tu greffes, le mercredi, tu peuples, enfin tu peuples de cellules. On récupère les cellules en éleveuse et on remet en couveuse. Et jeudi, tu fais quoi? Et jeudi, je branle rien, tu vois, je te reçois. Voilà. Là, voilà, ils sont bien parce qu'ils sont frais. On va en ramener d'autres un peu pour les insèmes, tout ça, ça va... franchement, je suis très surpris du côté serré. Ouais. Et, alors certes, ils sont tête bêche comme tu disais, mais... Avec des couleurs différentes. Ouais, les couleurs sont très importantes. Ouais. Donc ça, là, on a fait un tour de fécondation dessus.
C'est-à-dire qu'on a mis des cellules et là on va récupérer les rennes début de semaine prochaine. Et on va remettre des cellules mais qui sont celles destinées aux insèmes. On va mettre une grille à rennes aussi pour éviter que ça sorte. Et puis tout ça, c'est-à-dire pour éviter que la reine sorte de nucléi. On met une grille à rennes à l'entrée de la... Vas-y, montre. Bah, j'en ai pas là. Attends, je reviens. Je vais t'en chercher une, bouge pas. Voilà à quoi ressemble une grille à rennes qu'on met dans le fond des nucléis. Oui, d'accord. Voilà. Pour éviter qu'elles aient envie de sortir. Et on les met à l'ombre pour que ça chauffe pas trop. Ouais. Et que de l'autre aspect, c'est que les abeilles n'aient pas envie de faire sortir leurs reines, tu vois. Qu'il n'y ait pas trop de sources de lumière. Ouais. Voilà. Donc voilà, on a ça ici. Alors on a quelques reines qui ont été fécondées sur la presqu'île de l'Aiguillon. Oui, Sophie m'en a montré aussi. Ouais, bon, on a ça ici. Bon, voilà. Ouais, il va falloir remettre des cires. Bon, on verra ça. On va attraper les reines la semaine prochaine, faire des essais avec. Et puis, on va remettre une cellule toute neuve dedans. Alors voilà, le côté positif facile de l'élevage, c'est que c'est assez cyclique, quoi. Tu vois, c'est assez objectivable, quoi. Oui. Tu vois, celle-là, elle est bien partie. Elle a été chercher son cadre d'à côté. Oui. Bon, alors ça, c'est pas nos nucléis d'habitude, hein. Ils tournent pas comme ça, hein. On les laisse pas grossir pareillement. Bon, parce que là, vous faites les foufous, là. Et alors, pourquoi c'est pas pareil? Parce que là, celles-là, on veut les garder pour les insèmes. Donc on les a gardées un peu plus longtemps en nucléi. Et puis on va les réutiliser prochainement, quoi. Mais puis j'avais pas le temps de les gérer surtout. Parce qu'il nous faut, tu vois, tout de suite ça bloque en pollen, hein, de châtaignier. Ouais. C'est infernal ça. Hein. Ah bah elle est là, tiens, la petite maman. Tu vois. Ouais. Belle couleur, ouais. Bon voilà, allez hop. Voilà ici la base logistique de l'exploitation. Il faut ça, hein. Ouais, c'est ça, il faut ce lieu, il faut tout. Alors c'est un vrai avantage en termes d'organisation de travail. Je t'avouerai, moi aujourd'hui, ça me pèse un peu en termes de vie, tu vois. C'est que je vis sur mon lieu de travail, je travaille sur mon lieu de vie. Tu dis ça à moi? Et je te le redis pour que ça soit clair pour d'autres. Et où tu passes la moitié de ton temps au même endroit, voire les 3/4. Et ouais, c'est ton lieu de vie, ton lieu de travail, ton lieu de repos. C'est où le quoi. Mais là, non, là, ouais, c'est vrai que... Bon, on va aller voir les ruches maintenant. Et voilà, donc nous voilà au deuxième lieu de fécondation. Ouais, on a quelques derrière nous. Voilà, une centaine encore aussi. C'est qu'à la maison, on commençait à être un peu surchargé et les voisins avaient des petits problèmes de piscine. Voilà, hein. Autant le dire. Et puis là, il n'y a pas trop de problèmes de voisins et de piscine a priori. Fabien, est-ce que tu penses ça aide à la fécondation, d'avoir une plaine dégagée? Jusque là, elle n'était pas dégagée, c'était des grandes herbes. Tu vois, comme oui, c'était là. Pas un bosquet fermé, j'entends. Non, moi, c'était avoir la lumière le matin, surtout, pour que ça démarre. Okay. Et puis voilà, c'est tout. Après. Ça va bien. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis il est content parce que c'est... Alors là, c'est le même procédé, hein, toutes les semaines et machin. Alors pareil, toutes les 3 semaines, on passe ici. Oui. Et de la même façon, on passe. Quand il y a trop de couvains, on récupère des cadres de couvains qu'on met dans une autre dans une ruche. Avec, ouais. Et on les a avec nous et puis on redistribue quand il y a une qui n'a pas marché et on secoue tout le monde, on remet un cadre de couvain, on remet une cellule et comme ça quand on a fini de ramasser les rennes, tout est remis à neuf, les cellules c'est toutes les mêmes et on repart, tout est réglé. Voilà, donc on a rééquilibré tout le monde, on a fait tout le chantier quoi. Redouiller un peu et je vais ramasser un peu le camion parce que on est en plein dans un passage et j'entends qu'elle tape dedans. Et voilà, on était dans le passage.
Et c'est pas bien. Non, non, voilà, donc ça c'est un endroit assez pratique. Ouais, c'est chouette, c'est bien. Et oui, puis c'est une zone qui est, tu vois, qui est vraiment laissée. Il y a un peu de culture en haut et toute la culture qui est au-dessus, c'est un gars qui est en bio. Ouais, ça fait bien. Voilà. Donc ça laisse de quoi faire, de quoi être serein, voilà, par rapport à. Pendant qu'on est là, qu'est-ce que j'avais posé des questions un petit peu plus généralistes à Patrice et Sophie. Ouais. Je sais pas, est-ce qu'il y a un sujet particulier qui t'intéresse d'évoquer? Est-ce que tu veux que je creuse une question spécifique? Bon, on l'a abordé tout à l'heure, c'était l'idée de Buckfast et Premonstein, quoi. C'est confondre deux systèmes de travail qui sont deux systèmes qui sont complètement différents. Effectivement, à la limite, et là je sens que je vais me faire des amis, mais à la limite les producteurs de gelée, oui, pourquoi pas, puisqu'on va travailler que sur une spécificité Oui, qui est la production de gelée. Mais on l'a dit ça avec Sophie. Et que pourquoi pas la gelée, tu dis voilà, et même à la limite quand tu discutes avec eux, il y en a qui te disent bah elle valent rien si on s'en occupe pas. Voilà. Au contraire, la Buckfast, ce qui est recherché, c'est qu'elle elle vaut à fond si on s'en occupe pas. On va limiter les sémales et sans. Tu vois, toutes ces contraintes, nous on n'en veut pas, dire bah, il faut venir casser les cellules, il faut venir nourrir. Non, ça c'est pas un travail. C'est pas le travail d'apiculteur. Le travail d'apiculteur, c'est apiculteur, éleveur d'abeilles. C'est pas casseur de cellules, nourrisseur. Voilà, et puis il y a toujours deux notions aussi que j'aime bien, qui existent et qu'on met souvent dans le mauvais sens, c'est nourrissement et nourrissage. Il y a un nom. Voilà. Et bah, nourrissement, c'est un nom dédié spécialement à l'apiculture, oui, pour nourrir les colonies qui sont en manque, qui n'ont pas fait assez de provisions pour passer l'hiver. Oui. Ça s'appelle le nourrissement. Nourrissage, c'est ce que font les agriculteurs pour les animaux. C'est-à-dire qu'on va amener régulièrement de la nourriture pour les entretenir, pour qu'elles puissent se développer. Et c'est deux notions différentes. Et j'ai l'impression en ce moment qu'il y a malgré tout une idée de nourrissement égale nourrissage et que dans certains cas, on est arrivé un peu plus à du nourrissage que du nourrissement. Or, bah, l'abeille, effectivement, elle est faite pour se débrouiller toute seule, faire son miel. Nous, on va piquer le surplus, c'est clair. Les années où c'est pas terrible, bah, effectivement, c'est pas terrible. Mais bah, on n'est pas là pour piquer ses réserves, quoi. Et s'il en manque, on va en rajouter. Et c'est ça le nourrissement apicole. Après, bah, toutes les autres histoires avec les races, il faut revenir à des abeilles. L'abeille noire locale, mais il aurait fallu qu'il y ait 50 ans qu'on fasse ce travail de sélection, que nos grands-parents ou arrière-grands-parents ils fassent ce travail, qu'on puisse en hériter et le continuer. Et pourquoi pas, ça aurait été hyper intéressant. Aujourd'hui, non seulement il n'a pas été fait, il y a eu des hécatombes des années 90-2000 où il a fallu renouveler un cheptel fou parce qu'il y avait des quantités de ruches qui mouraient. L'abeille noire, effectivement, peut-être qu'elle a disparu dans certaines zones. Ouais, bon. C'est dommage, paix à son âme, quoi. Mais, et la noire qu'on peut retrouver aujourd'hui, c'est quoi cette noire? Enfin, j'aimerais bien, tu vois, dès qu'on discute un peu avec des gens qui sont vraiment à la pointe du travail de l'abeille noire, qui sont les Belges à Chimay, il y a des lignées qui ne sont pas du tout belges, qu'ils ont dû faire venir parce qu'elles avaient le sang noir, enfin l'ADN de l'abeille noire. Voilà. Et c'est dommage, quoi, de se dire ça. Et bah, quand on entend des gens, on fait un conservatoire. Nous, on a voulu faire la même chose dans le Maine-et-Loire, conservatoire de l'abeille noire, et on a envoyé ça à Garnerie. Elles étaient toutes noires, les abeilles, il n'y a pas de problème. Hein. Mais il n'y avait pas une seule noire. Ah oui? Voilà, c'était réglé comme ça. On avait plein de choses différentes, même de l'italienne. Hein. C'est fou, hein. Mais noire. Et très vite, il nous a expliqué au final, non, mais ce qui était sûr, c'est qu'il nous a dit, dès qu'on remétisse un tout petit peu, oui, ça redevient noir. Le métissage ramène du noir. Dès qu'on a quelque chose de très hétérogène. Donc c'est noir. Voilà. Donc on peut avoir de la noire qui soit pas de la noire. Alors quoi. Ça fait réfléchir. Alors c'est une vidéo qui n'est pas encore sortie et qui va bientôt arriver à propos de Cuba où j'ai vu des abeilles très noires. Je dis qu'elles sont noires, mais si ça se trouve, comme tu dis, morphotiquement, génétiquement, ouais, il n'y a pas de noir peut-être. Hein, peut-être, c'est ça. C'est de la noire peut-être, mais elle est noire. Oui, il n'y a que la couleur. Quoi. Voilà. Et donc on peut se dire j'élève de la noire. Ouais. Et après tout, on pourrait se dire, on prend des bases. Et ça pourrait être hyper intéressant. Moi, je suis plutôt pour ouvrir des conservatoires, oui, d'abeilles noires. Alors, conservatoire, ça veut dire quoi? Mais ou lieu d'amélioration génétique peut-être de l'abeille noire. Mais pourquoi pas? Mais que ce soit encadré et qu'on décide que d'un commun accord qui est des conservatoires d'abeilles noires, des conservatoires à la limite d'autres ou de lieux dédiés à des fécondations de telle ou telle autre race et que ce soit général et qu'on puisse le faire en bonne intelligence, pas dire nous on estime que c'est comme ça qu'il faut faire.
moi, on a besoin de toutes les races ancestrales en apiculture. Clairement. Et même, alors nous, Buckfaster, on est toujours dans l'idée de rajouter du sang nouveau, effectivement. Bien Et sûr. peut-être que demain, je ne sais pas, il y aura une abeille de tel endroit. Mange-trup, et ce Ouais. que disait le frère Adam aussi, hein, ils l'ont fait d'ailleurs. Ils l'ont fait. Voilà. L'intégration de la noire française dans les années 40. Alors ils ont arrêté parce qu'elle était très sensible. Au final, le croisement n'était pas hyper intéressant. Ouais. Mais au final, alors c'est dans les années 30, ils ont arrêté en 32. Et il a arrêté en 32. Mais le truc, c'est que c'est une lignée qui est partie aux États-Unis. Et elles avaient développé, à force de combinaison, le gène Cordoban. C'était l'abeille génétiquement qui était noire. Mais elle avait développé le gène Cordoban. Elle est devenue très très jaune. Ah oui. Voilà. J'en reviens un petit coup sur tes nuques là. Là, c'est le lot qui sera pour dans 15 jours maintenant, enfin dans 10 jours. Bon, voilà. Ils ont les tu vois, il faut que ce soit comme ça, un nucléaire. Il ne faut pas que ce soit plus gros. Hein. Oui. Pour Tu vois, la recherche de reine. pour la recherche de reine. Là, on va pas la trouver parce qu'ils sont partis cet après-midi. Mais tu vois, on voit bien que la cellule, elle est sortie. Tiens, si elle est là. Juste là. Bon, Bon, on va pas tarder sur féconder, elle est belle. Hop. Bon, tu vois, elle a plutôt besoin de place. de cadre. Mais tu vois, on veut pas les. Tiens, Ah, tiens. ouais, non, mais c'est de la taille des alvéoles, tu vois, il faut qu'on le. C'est pas que c'est orphelin. Non, elle n'est pas fécondée encore, de toute façon, c'est pas. Mais hop, on va faire ça plutôt. Puis elles vont se débrouiller toutes seules. Mais tu vois, après, plus gros, tu passes un temps fou à chercher la reine. On va aller voir un rucher de. Enfin, on va aller voir des ruchers de production de miel maintenant, voir. Est-ce que c'est bien de voir qu'on fait des reines, mais il faut voir si elles font quelque chose, nos reines. Mais ce qu'on comprend, c'est que la partie élevage est vachement importante, quoi. Hein. Tu aimes ça aussi, et c'est normal, quoi. Ouais. C'est primordial. Dimanche, il faisait encore froid, et là, on va voir ce que ça dit. Hop. Ah, la propos. Ouais, bon, bah, ça commence, ouais. Ça a bien bougé, il n'y avait rien, donc en même temps, on peut dire que ça a bougé. Ouais, mais tu vois, c'est marrant comme. Ah, ouais. Ah, si, c'est châtaignier. Oh, non, il y a un peu de tout dedans. Là, il y a quand même une châtaignée. Ouais, mais. Pas que. Bon, tu vois, c'est parti, ça pissote quand même. Ouais. Bon, bah, allez-y, continuez, c'est pas. Ouais, faites. Ça fait 3 jours, quoi. Hein. Mais c'est pas forcément une super belle. Il y en a des très belles par là. Alors, ton plastique, là, c'est quoi? Tu le mets au-dessus? C'est pour. Je comprends pas. Tu le mets au-dessus du nourrisseur, en dessous? Non, mais normalement, je le mets en dessous. Ah, une fois qu'il n'y a plus d'eau, je te veux dire. Voilà. Oui, d'accord. Mais c'est pour ouvrir, mais là, comme c'est un rucher fixe, j'enlève pas les nourrisseurs. Faut les remettre à l'automne. Ça me gêne pas, comme ils restent en place. Mais là, ouais, il y a quand même du monde en dessous. Ouais. Ah, ouais. Oui, j'ai l'impression qu'il y a quand même, tu vois, plein de reflets. Bah, il y a un peu de miel avec tout. Hein. Ouais. Bah, écoutez, mesdemoiselles, continuez à faire tout ça, quoi, de ce mélange de miel. Faites ce que vous pouvez. Ouais, bon. C'est beau, ça. Ouais, celles qu'avec une hausse, elles sont. T'es pas sur 10 câbles? Si. Non, tu regardes, on voit bien que je suis pas sur 10 4 puisque là, tu vois, tchoc. T'es sur 8. Je suis sur 8, voilà. Donc Ouais. ça va repartir. Bon, bah là, ça mériterait une deuxième rapidos, tu vois. Intéressant. Puis même, tu vois, comme le cadre a été décalé, elles ont construit à ouais. côté. Mais ça mériterait, ouais, effectivement, une deuxième hausse. On va voir les. Faut qu'on regarde la météo pour la pluie, là, ça revient. Mais effectivement, hop. Ouais, bah non, tu vois, la deuxième, ça rentre gentiment, mais c'est pas. Oui, mais imagine tout ce qu'il y a dans le corps. Ouais. Voilà quoi ici, donc ça fait un tout de fleurs. C'est que j'aime bien ici, puis c'est humide, tu vois, il y a un ruisseau qui passe juste là. Ouais. Et Tout le long. ça ne bouge pas. Ça bouge pas. C'est les zones toutes fleurs châtaignier ici, voilà, c'est sûr. On en a un autre un peu plus loin. Parce que le châtaignier, au final, là, tu as une bosse qu'on voit pas, mais un peu au-dessus du village. Et il y a beaucoup de châtaigniers et d'acacia là-bas. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Et on fait, c'est un tout de fleurs châtaignier ici. Et donc on est sur le même principe. Donc apivore après le miel, changement des reines, Ouais. prise d'essaim ou quoi? Alors prise d'essaim, ouais, on fait tout en même temps en général. Quand on va dire qu'on arrête de travailler de faire produire du miel, hein, on va venir, on va enlever les hausses, et puis là, on va tuer la reine,
prendre un essaim, 2 essaims en fonction du volume de la colonie, mettre la nouvelle reine, et puis traitement en même temps. Alors en plus, tu tues la reine et tu mets la fécondée en cage le même jour, tout en même jour. Tout le même jour. Ah, d'accord. On fait Je sais pas, c'est pas possible, ça fait beaucoup de... Enfin, j'exagère, mais... Oui, c'est ça. Oui, mais ça fait beaucoup de manip, quoi, voilà, dans le même rucher. Voilà, on est d'accord. Mais une fois. Okay. Alors pour les essaims, c'est qu'on fait un peu différemment, c'est-à-dire qu'avant on embarquait toutes les ruches ou les ruchettes qu'on voulait peupler. Le jour où on va, et ça faisait beaucoup de manip, tu vois, tu prends la ruchette vide, si on prend une ruchette, mais tu mets la ruchette vide dans le camion, tu arrives ici, tu la décharges pour la remettre des cadres dedans, pour la remettre dans ton camion, pour la redécharger à l'endroit final. Aujourd'hui le matin, on a décidé de faire tout ça, on embarque des ruchettes ou des ruches vides dans un emplacement où il n'y a rien. On met toutes les ruchettes et ruches vides en place, comme si elles étaient pleines mais vides. On les met en place. Et après, on vient avec des ruches en plastique l'après-midi et on va remplir, ça va nous faire des réserves de couvain. Et on va remplir ces 5-6 ruches vides de couvain. Avec les abeilles. Avec les couvains et abeilles. Et puis on va retourner à l'emplacement où on a déposé les ruches vides. Et on remplit, on met la reine et on nourrit en même temps aussi à nouveau. Et puis on vient pas voir avant 3 semaines. Parce que nous, en fait, on gère tout en 3 semaines. C'est un principe, tout est géré. Nos nucléis, c'est toutes les 3 semaines. Les essaims, quand on les fait, c'est pareil. Tu vas contrôler à 3 semaines. On vient contrôler à 3 semaines. Et on a 3 sites pour les essaims. Et puis ben voilà, donc le premier site, on le remplit la première semaine. La deuxième, on en remplit un deuxième. La troisième, on remplit un troisième. 4e semaine, on revient au premier, on repeuple s'il y a besoin. On contrôle en même temps le premier et tu vois, ça évite toujours. Voilà. C'est toute une organisation. Et toujours 3 semaines. Pour les mâles, c'est pareil, on met des cadres à mâles et on vient récupérer 3 semaines après, voilà, constamment. Tu vois, c'est le truc, voilà, 3 semaines. Comme ça, c'est simple. Enfin, c'est pas que c'est simple, c'est que ça ne demande même pas de réflexion. C'est comme tel jour, voilà, on est arrivé à tel cycle. Et parce qu'à un moment, je pense que tu as vécu ça aussi, quand tu as trop de choses à faire en saison, il y a un moment, ton cerveau, il fait... Donc là, le cerveau, il peut faire ce qu'il veut. On est réglé. On est réglé, je m'attendais à mieux quand même, là, j'avais envie de croire que ça pisse tout de suite. Bon, en même temps, ça miel que depuis dimanche. Allez, chérie. Ouais. Ouais, celle-là, elle est bien quand même. T'as bien travaillé, toi, tu vois. Pour la 2e tournée depuis dimanche. Non mais ça fait du miel tout ça, t'inquiète. Hein. Non mais ça fait du miel, non mais ça m'inquiète pas. Ah t'as une balance là-dessus. Ouais, sur celle-là, ouais. Justement, tu sais. Bah oui, mais justement je voulais voir que ça pissait plus que ça, j'ai envie de rêver. Tu vois, de dire, oh, il faut qu'on fasse demi-tour tout de suite. Va chercher des hauts, j'ai plus le temps pour toi. Voilà, c'est ça. C'est ça, tu vois, c'était ça le... On va mettre des hausses, mais pourquoi pas. Hein. Ouais. On va mettre des hausses. Bon, mais déjà, ça de châtaignier sur les ruchers qu'on a, bah écoute, ça va faire une belle mielée quand même. Alors, ok. Bon, à un endroit où il se passait rien il y a quelques jours encore. Non plus, tu vois. Ça a l'air correct, hein. Ouais, il y a du miel en dessous aussi. C'est beau ça. Ouais, tu vois, c'est tout frais à rentrer, hein. C'est pas vieux, hein. Vas-y, Hugo, parce qu'on va voir ce que ça donne quand même. Oh là là. Oui, ça ressemble bien à des tournesols quand même. Ah oui. Ça fait longtemps que j'avais pas goûté ça. Ah, puis il est tout. Ah ouais, c'est plutôt très sucré. C'est plus ça. Oh, peut-être. Bon, bah, c'est parti, mon gars. Cool. T'es content? Ah, bah, écoute, tu vois, ça fait depuis lundi, ça. Tu vois. J'avais pas envie de réfléchir un moment au nourrissement, mais là, ça... tiens, si, on peut regarder. Attends, on va regarder. Ah oui. Parce que je sais pas sur combien je l'ai mise, celle-là. Sur 8. Parce que tu vois, elles viennent quand même, hein, même si on n'est pas... À moins qu'elles aient tout bâti en dessous. Je l'ai laissé sur 6 et elles ont tout construit. Parce que prêt, t'inquiète. Ah ouais, je m'en fous. Et tu fais quoi dans ce cas-là? Normalement, quand il y a de la place dans les hauts, c'est le bâtiment. Là, elles sont restées sur 7.
Beaucoup de cadramas. Attends, non, 2 c'est cadrama là, oui. Ouais. Et le reste c'est les couleurs de l'année, enfin de. C'est ça, Pomérène, ouais, quoi. c'est ça, ouais, exactement, pour pouvoir Comme moi, ouais. organiser la rotation. C'est quoi, c'est un trait de Posca dans la peinture? Oui, de Posca, ouais. Ah ouais, ça tient le coup quand même. Oui, et puis comme on les, tu vois, regarde, il y a un rouge, le vert, on va se dire que ceux-là, on va Oui, c'est 2 ans maxi. on va les supprimer le plus tôt possible. Et là, le cadre-mal, est-ce qu'il y a du mal au moins dedans, les filles? Et regarde ça, je vais venir le récupérer, ce cadre-là, tu vois? Très beau. Tu vois? Punaise. Ah, ça fait envie encore fin juin, début juillet. Clairement. Magnifique. Mais tu vois, il y a encore une belle ponte. Et il y a encore plein de mâles qui traînent, elles élèvent encore, ça c'est cool, c'est la bonne nouvelle. Ouais. Puis il y en a encore un paquet de mâles. Bon, on va venir récupérer ça, des cadres à mâles, je vais leur en mettre. Tu vas féconder jusqu'à quand? Sous-entendu, est-ce qu'il peut t'arriver sur des ruches spécifiquement à mâles de nourrir pour être sûr, ou de les soutenir pour être sûr qu'elles nourrissent les mâles ou quoi? Justement, c'est pour ça qu'on va plutôt... Là, les ramener, ouais. Là, l'idée c'est maintenant, on va faire ça autrement. On ramène les cadres à mâles qui sont pondus chez nous, et là on va les gérer en... Ouais, pour pas qu'elles les éjectent, quoi. Voilà, Ouais, parce ok. que tant qu'à la colonie orpheline, elle va garder tous ses Elle mâles. va garder ses mâles. Tous les mâles. Donc c'est ça l'idée, c'est qu'on garde le maximum de mâles. Bon, celle-là, tu vois, la voisine, il n'y a pas grand chose à dire, qu'à part que si c'est continue comme ça, ça va ramener une troisième. Alors les 4 de haut, ça fait pas longtemps que tu les marques aussi, ou quoi? Les 4 de haut, c'est parti aussi, ouais, on les marque aussi, tu vois. Ouais, ce que tu faisais pas forcément avant. Voilà, Ouais, mais c'est ouais. vraiment histoire de dire, bah voilà, chaque fois qu'on en met, maintenant on marque. On s'y retrouve mieux On comme s'y ça. retrouve, Hein. voilà. Ouais, ouais. Et ça fait vite des beaux cas. Bon, celui-là. Ouais, on dirait qu'elles font de la place pour pondre. Ouais, mais des fois elles font ça quand elles sont avec les Buckfast. Elles te font des mâles en haut. C'est les abeilles qui pondent des mâles. Quand il y a beaucoup de monde dedans. Et tu vois, il y a des mâles déjà. Non, ça se remplit de miel gentiment tout ça. Ouais, tu vois, ça se remplit. Ah putain, il y a il y a de tout là. Ouais, là, il y a tout. Du miel là. Allez, c'est pas grave, faites-nous ça, du moment que c'est du miel. Et que ça rentre. Allez, rentrez-moi ça. Donc ça c'est les filles de celles qu'on a vues tout à l'heure là, qui avaient du couvain pas très joli. Oui, d'accord. C'est les filles, tu vois, donc au final ça se rattrape bien derrière. Bon ben voilà, C'est beau. Tout est... Un peu de miel. Voilà, et ça fait depuis lundi que ça miel. Hein. C'est quand même intéressant ces abeilles Buckfast. Sachant qu'on est jeudi. Hein. Ouais. Ils ont quand même une... Ouais, tu vois, c'est pareil, c'est la même lignée là. C'était terrible au début et ça finit mal ça. On va en ouvrir une quand même, je sais pas. On va voir ce qu'il y a dedans. Mais celle-là, tu sais, je pense qu'on va avoir une belle explication. Tu vois, même tu peux fumer. Tu vois, tu sais l'explication qu'on va avoir. Non, celle-là, je pense. J'aurais dit que c'était des ruches qui étaient. Non, on les a laissées trop grosses Ah, en termes de oui, de volume. Bon, tu vois, j'ai rétréci un peu, mais c'était parti trop. Non, elle a pas laissé, tu vois, c'est moi qui l'ai bougé en. C'est chaud, je me brûle sur le toit. Ouais, c'est moi qui l'ai bougé en. On tire en avance. Il y avait trop de monde là-dedans et tu vois, ça a mis du temps à redécoller. Contrairement aux autres qui étaient plus resserrées. Celle-là est resserrée, mais. Non. Ça en fout partout. Ouais, ça en fout partout là. Bah, ça a mis à la mort. Voy. Et je pense qu'elles, par rapport aux autres, elles étaient trop grosses en termes d'abeilles. Et elles ont mangé plus, tu vois. Oui. Celles qui étaient un peu moins fortes, elles rattaquent tout de suite. Celles-là, elles ont dû refaire un peu de provision pour refaire du monde. Parce que c'est bien parti, ça prend bien partout. Hein. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, on remettra ça à l'automne et puis c'est tout. Et ouais, c'est parti là. Ouais, ça donnait pas l'impression, mais si, ça... Ouais, c'est bien, c'est bien. Nous voilà fin de journée. Ouais. On a fait une belle trotte quand même. On est allé voir un peu les ruches. Bon, j'ai pas tout filmé, les gens, et bien assez long. On a commencé la vidéo là ce matin. Je sais pas si dans le montage ce sera ça, mais il y a des chances. Et on va aller voir l'apéro. Voilà, c'est ça. Donc il faut conclure. Il faut conclure. Qu'est-ce qu'on dit Et ben que c'est un très beau métier, qu'on Ouais. peut en vivre correctement et qu'on peut avoir beaucoup de plaisir à faire de l'apiculture. C'est vrai.
Voilà. J'aime bien ton parcours qui est un petit peu atypique où tu dis juste, tu fais des formations hein, aussi et tu expliques ça. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que t'es tombé bas quoi, je veux dire parce que ça marchait mal quoi. Et tu t'es mis en question. C'est ça. C'est plutôt intéressant. Et le coup du veto quoi, ça c'est pas mal. Ouais, c'est tout ça en même temps, c'est tout un ensemble. Ouais. Le coup du veto, du conseil extérieur en général, là, c'est ça. Et puis l'idée que on voit pas tout chez soi non plus. On a beau être ouvert, on a beau se poser des questions. Un regard extérieur, un miroir plutôt qu'un regard extérieur, un miroir. Un moment. Et moi avec mon veto, c'est surtout avec beaucoup de bienveillance qui m'envoie des choses, des fois que j'ai pas envie de voir ou je vois pas. Voilà, tout simplement. Et puis ça permet de faire avancer les choses et d'avoir une belle exploit qui tourne bien. D'en être content et de pas avoir de soucis même, c'est plutôt ça quoi. Ouais. Pas avoir de soucis, voilà. Faire du miel, pas de malade, et puis ça te permet de te consacrer à l'élevage quoi finalement. C'est ça. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'apis qui s'y tournent quoi, je veux dire, qui font du miel machin, et au bout d'un moment ils ont envie de faire ça quoi, de progresser là-dedans. Et c'est mon cas, et c'est du taf quand même, il faut être rigoureux. Ouais. Et observateur aussi, comme le disait Bronstrup ou Sophie aussi. C'est beaucoup de ça. Hein. Justement, il faut ce temps disponible pour. Il faut ce temps disponible. Et ce qui inclut aussi que ce temps-là que tu retranscris en rennes, que tu vends, ça fait que tu peux pas vendre des rennes 15 €. Enfin, je veux dire. Voilà, c'est ça. C'est ça qui s'explique. Tout est lié, je veux dire. On n'est pas. Je voulais pas forcément parler de ça, mais c'est le cas. Quoi. Disons que la difficulté, je serais simple multiplicateur. Effectivement, on pourrait se dire. J'ai pas de coût de recherche, de sélection. Là, oui, c'est quand même c'est du temps. C'est du temps. Et effectivement, c'est valoriser à un certain moment. Exactement. Voilà. C'est du miel en moins. Voilà. C'est le cas, quoi. Voilà, c'est du ruche en moins en production de miel, effectivement. Non, mais après, mais d'un autre côté, c'est pas ça que je vais regretter, moi. Moi, je suis content, et même si c'est pas l'équilibre financier, si on était pur calcul, moi, ça m'éclate. Hein. Enfin, c'est des bons moments, tout ça. Voilà. Il y a des années où c'est un peu triste de voir tout le travail qui n'arrive pas au bout de ce qu'on voudrait, ou qui n'est pas au niveau de ce qu'on espérerait. Mais les bonnes années, pas forcément les bonnes années en production de miel, mais les bonnes années où le travail de sélection est vraiment payant, on voit des choses, et là c'est super intéressant. Alors effectivement, l'autre aspect de tout ça, c'est que les bonnes années et les mauvaises années, nous, elles sont assez nivelées aussi. Il n'y a pas d'écart aussi important entre les mauvaises et les bonnes. Oui, surtout, oui, avec votre système de vente aussi, avec les magasins. Ouais, et puis même de production, voilà, les colonies, aujourd'hui, elles peuvent réagir, s'il fait 4 jours de beau, elles vont faire du miel suffisamment pour nous, et pas juste refaire leurs provisions, enfin c'est tout ça quoi. Ouais. Et on voit bien, on arrive à des moyennes qui sont, même s'il y a des gros niveaux d'écart, on ne baisse pas, on n'est jamais en dessous de 35 kg de moyenne à la ruche, même les très mauvaises années. Voilà, voilà donc... sans parler des très très bonnes années. Mais ça, il ne faut pas pleurer. Non mais c'est cool. Parfait, voilà. Merci. Il n'y a pas de quoi, merci à toi. Et puis Émilie qui est là-bas, qui ne se montre pas, mais merci. Et merci à toi d'être venu, ça fait plaisir de te revoir. De se revoir, en Guyane, on va y retourner. Voilà, c'est ça, mais d'abord on va boire une petite bière. Voilà.